Sword and Baguette. Bonjour et bienvenue sur Sword and Baguette. Aujourd'hui, vidéo assez velue, assez intéressante, mais on va essayer d'être cool. On parle de la fac 1.3 The Old World. Bon, il y a du changement, il n'y a pas de changement, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, il y a des petits trucs, quoi, il y a des petits trucs. Alors, on vous l'a pas fait hier, on aurait pu vous la faire, à chaud, carrément en live. On a préféré, refroidir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de petits détails qui ont des implications un petit peu tournées, donc on a préféré vous faire un truc qu'on espère plus qualitatif. Mais, ouais, c'est des beaux petits changements. Alors, on n'abordera que les règles VO, c'est-à-dire que les facs VF, en fait, il y en a beaucoup qui mettent des oublis de traduction, des erreurs des trucs qu'ils ont oublié, de mettre dans le bouquin. On pense notamment, bah, voilà, le premier truc où tu as réagi, ouais, le gorgon qu'on peut mettre en spécial, si on a un patron Minotaur. Bah, en fait, j'utilisais déjà dans ma liste actuelle, mais c'est clair qu'en VR, c'était pas écrit. Donc il y a quand même des beaux petits oublis qui ont été faits. Je suis pas allé voir s'ils avaient corrigé tous les oublis de la VF. Ça, c'est plus des trucs que JB aime faire, etc. Sur la chaîne, on n'utilise que les règles en VO par facilité, et puis aussi parce que bah, voilà, on est dans un contexte où on joue plus avec des mecs à droite, à gauche, etc. Donc c'est plus intéressant d'avoir toujours la même langue en référence. Mais donc voilà, ça c'est la première étape. Pareil, on parle de la fac 1.3 parce que c'est la 1.3 du livre de règles. Les Horses Fantastiques et les Horses Sauvages et les Forces Fantastiques sont en 1.2. En fait, bah, le jour de la sortie de The Old World, ils ont fait une petite fac pour dire voilà, attention, le bouquin de règles pour clarifier les éléments, etc. Donc c'était ça la 1.1. Et donc forcément, il y a un décalage de une version entre les facs des livres d'armée et du bouquin de règles. Mais ouais, vous allez voir, il y a quelques sujets. On les a classés dans 3 catégories. Le premier, les changements de règles, parce que là, il y en a. Il y a clairement du changement de règles. Il y a 2-3 nerfs qui sont passés à droite à gauche, qui vont changer les habitudes de jeu, clairement. Des clarifications, où bah voilà, c'était plus ou moins comme ça qu'il fallait deviner. C'est-à-dire, voilà, ils ont expliqué pourquoi la virgule était une virgule, pourquoi il y avait telle ou telle chose, comment il fallait comprendre les règles. Ça va de la même manière changer des habitudes de jeu. Il y a des choses où bah, même nous, spontanément, on ne jouait pas la règle comme ça. Je pense à la règle rapide, notamment. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui sont à checker. Et enfin, les trucs que j'ai appelés le mais bordel vraiment, où j'ai envie de frapper les joueurs qui jouaient la chose de cette manière-là, ou de frapper les développeurs quand ils ont fait ce choix-là. Ça, vous le verrez au fur et à mesure. Voilà. Encore une fois, si vous voulez du truc politiquement correct et très très lisse, il y a d'autres chaînes pour ça. Ici, on va vraiment réagir comme on le sent. Donc, voilà. Attendez-vous à du langage plus de 18. C'est ça. Après, franchement, en première lecture, moi, ce qui fait plaisir, c'était déjà le cas sur les autres, que ça soit sur le livre de règles, sur les Forces Fantastiques ou Horde Sauvage. Ça fait quand même plaisir de voir un jeu où il y a une part à la clarification. C'est pas seulement... Bon alors attendez, non le jeu c'était pas ça du tout. On va Oui. absolument tout changer. Vous jouez à notre jeu. Franchement ça fait plaisir, ça Ouais. montre une bonne santé générale quand même. Ouais, c'est ça. Alors, on peut reprocher que bah voilà, on espérait beaucoup de changements sur la méta, sur le show, des équipages de points une fois par an, etc. Ils l'ont Ouais. pas fait là. Est-ce que ça va ressortir dans un bouquin qui va arriver 2 heures après qu'on ait fini l'enregistrement? C'est possible. Est-ce que ça n'arrivera pas? Est-ce que ça arrivera en cours d'année? Dans tous les cas, voilà, on a eu la première vague. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Et comme vous allez le voir, bah voilà, si vous êtes des amateurs des core games, ça va vous changer. Ouais, Mais je crois qu'il y a 3 changements de règles sur l'intégralité des facs, peut-être même 2,5 au final. c'est ça. Un petit nerf sur les Sylvains et puis un changement sur le canon. Mais la majorité des autres éléments, c'est de la clarification. Donc bon, c'est quand même bien d'avoir un jeu qui est quand même sain et stable au fur et à mesure du temps. Même si bah voilà, les mecs qui jouent un petit peu trop comme nous, on avait tous des attentes un petit peu sûrement un petit peu trop élevées. Ou encore une fois, ça va arriver et puis on verra, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, faut voir l'effet positif, hein. Un changement de coin-point, ça peut vouloir dire changer complètement un paradigme, découvrir des faiblesses qu'il n'y avait pas avant. Donc ouais, un peu Ouais. casse-gueule. C'est pas plus mal pour l'instant qu'il s'est pas fait de changement trop structurel au niveau surtout des coins-point. C'est très bien. Allez, on démarre du coup? C'est parti? Allez. Alors, Ouais, la première règle, le plus gros changement, clairement, dans cette fac, c'est vrai. le crunch, donc en fait, le boulet de canon. Donc en fait, si le chemin d'un rebond de boulet de canon touche une colline, un terrain infranchissable ou un obstacle linéaire haut, il s'arrête immédiatement. Pas plus de figurines ne sont touchées. Donc là, c'est un énorme hit. Alors, note un énorme changement. Yeah. Notez qu'on parle bien du Du rebond du rebond. boulet.
Donc en fait, si votre C'est point ça. initial touche une figurine quelconque qui est sur une colline, ça va toucher. Si votre point initial ne touche rien, mais que sur le rebond, ça arrive à une colline, bah, ça s'arrête immédiatement, comme ça touchait un mur haut ou un terrain franchissable. C'est un énorme changement. Alors c'est amusant parce qu'il y avait les joueurs qui commençaient à spammer les canons dans des proportions un petit peu débiles, 4, 5, 6 selon les endroits. Bon, 15 jours après, un mois après que les mecs l'ont fait, ils prennent cette fac-là qui sort un petit peu de nulle part. Est-ce que c'est game changer? Oui, au moins pour le déploiement. Ça veut dire que si vous avez une armée qui se déploie sur une colline, alors que vous êtes un mec qui va avancer, vous avez une protection contre les boulets de canon. Parce qu'en gros, vous n'aurez qu'une chance sur 6 d'être touché par un boulet. Donc c'est la chance de mettre le point initial, 8, ouais. et que point initial plus le dé d'artillerie, ça arrive à l'impact voulu. Au final, et ça c'est une bonne remarque qu'on a eue sur le Discord de The Old World, c'est KLN, je crois, qui a fait la remarque. Au final, ça revient équivalent à un attention chef. Vous savez, les personnages, quand ils sont à 3 pouces d'une unité, bah, si le boulet de canon leur arrive directement sur la tronche, ils le prennent. Et si c'est le rebond, ils le prennent pas. Mm, mm. Voilà, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent d'une invulnérable à 2 plus contre les boulets de canon, c'est d'être sur une colline. D'un point de vue méta, je te laisserai parler après parce Ouais, que je sais ouais, que ouais, toi, les complètement, ouais. canons, c'est quelque chose que tu joues. D'un point de vue méta, j'aime bien parce que le spam de canon est pas forcément quelque chose de très intéressant à affronter. Alors, encore une fois, 3 ça va, 4 ça fait chier, 5, 6, bon, vous commencez à gaver les mecs. Euh, c'est bien dans ce sens-là pour encastrer le spam. Le problème, c'est que ce spam-là est une réponse. Le spam-là est une réponse aux unités, au dragon ou elfe qui a une invulnérable à 2, ou différentes choses comme ça. Voilà, castrer la réponse, c'est bien, mais attention à pas trop libérer l'élément initial. Super intéressant, c'est que pour les armées un petit peu plus normales, un petit peu plus équilibrées, on va dire, bah ouais, ça vous fait une protection, parce que si votre patron, il n'a pas une invulnérable à 2 ou la triple save à 5, qu'on voit sur le patron sur Dragon Host notamment, bah le moindre canon, ça allait vous défoncer votre figurine au T1 et vous pouvez perdre la partie au T1. Donc en fait, c'est positif pour les armées un petit peu standards. Après, ça donne une protection que certaines armées sont pas censées avoir. Moi, en tant qu'homme-bête, par exemple, mes Gorgons, mon enfant du chaos géant, ils sont pas censés avoir une équivalent d'une invulnérable à 2 au T1 contre les boulets de canon. Donc, l'air de rien, ça crée un truc un petit peu particulier en termes d'équilibre. C'est un changement de règle, c'est volontaire, c'est pour une modification de la méta. À voir comment ça bouge. Et puis là, je vais laisser parler le canonnier, parce que moi, je suis que en face du canon, je suis pas C'est derrière. ça, c'est ça. Mais moi, je suis un bon canonnier parce que j'en mets que 3. J'en mets pas plus de 3, donc ça va. Ça va, ça va. Ouais. Non, c'est une règle, elle a l'air bête, mais vraiment, elle est ultra profonde. Parce qu'en fin de compte, oui, ça va embêter les canons, oui, mais ils vont aussi pouvoir en profiter. Ça veut dire que avant, on pouvait se dire, tiens, et j'ai pu l'utiliser, c'est un bijou, c'est extraordinaire, hein, on spoile pas. On avait envie de mettre l'artillerie dans la forêt. Oui. Là, on va pouvoir se dire, eh ben, je vais mettre sur une colline, dans l'optique en profiter de la règle, en fait. C'est intéressant. On va voir des décors mais qu'on ne voyait pas. Les obstacles linéaires hauts, mettez-en, en fait. Et véritablement, ça va donner, oui, un debuff, mais aussi un buff. Moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que le canon aujourd'hui en duel d'artillerie était beaucoup trop fort. C'est le roi. Aujourd'hui, voilà, c'est juste n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. C'était beaucoup trop C'est fort et 3 c'était plus de pas. plus, quoi. C'est ça, c'est ça. 3 plus de plus, 3 plus, n'importe quelle artillerie était morte. C'est ça. Et le socle était vraiment très grand. Donc, au final, la plupart des socles d'artillerie, on est sur du socle on est sur du socle de 75, certains socles en 50. Dépendamment de comment tu mettais tes servants, enfin, t'as compris quoi. Là, concrètement, ça va protéger un peu plus, ça va rééquilibrer un peu plus, en sachant que le canon, lui, il a un socle de 75. Donc, un canon qui faisait face, mettons, à de la baliste, bah, c'est juste trop facile. Là, vous mettez votre balise sur une colline, ça le protège un peu plus. Mais à votre niveau à vous, vous allez pouvoir vous dire, tiens, j'ai un petit obstacle linéaire haut, ben, je vais mettre mon canon dessus. Moi, je trouve ça bien de se dire que ça rajoute un petit peu de tactique à utiliser la table. Je trouve ça top. Et surtout, c'est très bête, hein, mais ça veut dire qu'un canon qui tire sur une pièce d'artillerie en face, bah voilà, il y a la chance sur 6 d'avoir l'incident de tir, Ouais. la chance sur 6 de le toucher, la chance sur 6 de claquer ton as pour blesser, donc en termes de stats, clairement, t'y vas pas. Ouais.
clairement t'y vas pas. Par contre, une catapulte, bah là, d'un seul coup, elle devient un peu plus sexy, parce qu'une chance sur trois de faire un hit. Ouais. Enfin, on avait fait les stats sur le Discord de The Old World il y a pas longtemps, il y avait aucun intérêt en termes de précision de jouer une catapulte par rapport à un canon. Je veux dire, on Ouais. était sur 2 chances sur 3 de toucher contre une chance sur 3 à peu près. Mm. Donc clairement un truc qui a 2 fois plus de chances de toucher. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit bah ok ça fait moins de dégâts, mais au moins mon canon il est plus stable donc je vais plutôt le faire. Bah là avec ce changement là en effet on va avoir un petit peu, on va rééquilibrer les cartes entre catapulte et canon. Ouais. Et surtout c'est très très bête, mais utiliser les règles de The Old World pour le placement des décors. Donc ça veut dire qu'une colline, bah, si vous avez un joueur gunline avec plein d'artillerie qui place une colline dans une zone de déploiement, bah, si vous chopez le toss et que vous choisissez le bord de table, bah, vous allez pouvoir vous profiter de la colline pour la mettre à son désavantage. Donc ça encourage à faire des tables un peu plus équilibrées ou à mettre des collines sur le champ de bataille dans le No Man's Land parce que ça va vous permettre de, bah, voilà, j'avance au T2, au T3, je vais pouvoir me mettre quasiment immunisé au canon adverse. Alors je serai visible par beaucoup de monde, hein, parce qu'il y a plein de monde qui vont pouvoir me tirer dessus. Mais au moins, bah voilà, contre le canon, j'ai une espèce d'invulnérable à 2+, qui va faire que ça va être plus compliqué pour lui de me défoncer. Donc ce que j'aime bien, encore une fois, c'est que ça castre vraiment les listes trop défensives et des listes un petit peu faciles à jouer avec voilà, plein d'artillerie, voilà, le fameux voilà, le 5 grand canon de Mago level 4. Bon, c'est facile à jouer, on a compris. Maintenant, on vous met un petit peu plus de délire. Donc, si vous voulez continuer à jouer ça parce que vous aimez les filles, que vous aimez la gueule de l'armée, pas de problème. Mais vous allez moins facilement gagner des games que vous l'avez fait pendant 3-4 mois. J'aime bien. Après, le défaut, c'est que bah voilà, ça fait une amulette d'opale en plus au dragon sur le Ouais. terrain, quoi. Ouais. Donc, Ce qu'il faudra voir dans le encore temps, une fois, ouais. c'est est-ce que ça veut dire que on va devoir, entre guillemets, dans nos stats, quand on prépare les listes, dépendamment de ce sur quoi on veut partir, rajouter un canon. Mettons, est-ce que la liste 3 canons passera à une liste 4 canons? Moi, j'y C'est crois ça. pas trop, parce que la liste 3 canons, en fait, elle prend déjà en compte le fait de se dire, il y a un canon qui va merder. Oui, effectivement, il y a ce qu'on imagine de la méta là, mais après, est-ce que sur table, ça sera utilisé? Est-ce que sur table, réellement, déjà, est-ce qu'il y aura un effort de fait au niveau des décors? Je parle pas tant au niveau des collines, les collines on en voit quand même, mais les obstacles linéaires hauts, Il en faut plus. Clairement. honnêtement, pour l'instant, on n'en Il voit faut pas. plus d'obstacles linéaires. En fait, ça va vraiment dépendre de nous en termes de ce qu'on veut mettre sur table, et bon, ça, c'est un effort, entre guillemets, facile à faire, entre guillemets. L'effort plus compliqué, ça va être, oui, on peut... ça va être un peu le fil de cette vidéo. Oui, il y a des changements, oui, il y a des choses qui vont impacter, mais est-ce qu'on va les jouer ou pas? Est-ce qu'on va y penser? C'est une surcouche, en fait, de réflexion au niveau de la phase. Après, est-ce qu'on aura le niveau pour vraiment exploiter ça? Mais ce qui est bien, c'est que ça rajoute un peu un truc de se dire... j'ai du level, je suis un peu le jeu, puis je mange de la table, hein, concrètement. Ben, je me rends compte que tel ou tel truc est franchement intéressant. Comme tu disais, faudrait pas que ça tombe sur un effet... Enfin, ça va tomber sur un effet pervers à se dire déjà que le dragon, qui est très très chiant, et t'as envie de te dire, ouais, j'ai fait ma liste artillerie pour aller le buter. Ok, mais entre guillemets, ben, le socle d'un canon, c'est gros quand même. On parle pas d'un socle de 25 qui est extrêmement dur à viser. Donc oui, c'est embêtant au niveau des stats. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant de se dire que ça rend encore plus compliqué le fait de viser un perso isolé. Oui. C'est très bien. Sur le reste des stats, on est sur un jeu qui est pas extrêmement létal. Oui, ça diminue les stats, mais entre guillemets, est-ce que le mec va vouloir garder son gorgon sur la colline tout le temps? Est-ce qu'il pourra mettre 15 gorgons les 2 gorgons, est-ce qu'il arrivera à les mettre sur la colline? Voilà, vous aurez d'autres choix, vous aurez d'autres cibles. Peut-être, entre guillemets, que ça vous fera une réflexion plus facile. Peut-être que ça obligera le joueur à se situer à un endroit qui l'arrange pas, parce que la colline, elle est pas en face de la cible qu'il faut. Donc il y a quand même beaucoup de choses, mais moi ce que j'aime beaucoup, principalement, c'est vraiment sur le côté duel d'artillerie qui va être très intéressant, et utilisation de table. Moi faut voir ce qu'on en fait. Oui. Encore une fois, c'est bien, Encore faut une voir ce fois, qu'on en fait. jouer avec les règles de déploiement de décor de The Old World, c'est-à-dire les 2 joueurs alternent le déplacement, etc., dès que vous le pouvez. Et clairement, ça rend cette fac-là beaucoup plus intelligente, parce que quand on l'applique uniquement sur des layouts définis, etc., bon, on subit en fait ce truc-là. Si vous utilisez les règles de déploiement de terrain de The Old World, bah, vous allez pouvoir profiter et utiliser en fait cette fac-là pour l'intégrer dans votre gameplay, donc ça c'est très bien. C'est ça. Allez, on va passer au point, alors là, le changement massif Ah là là. de cette fac. La Berserker Blade, qui filait frénétique, qui maintenant file impétueux et plus une attaque.
Donc en fait, vous savez sur la chaîne, si vous nous suivez, à quel point c'est une règle qu'on adore. Donc là, on est en train de nous dire, vous avez plus une attaque, et l'autre règle, elle s'appelle ne la jouez pas. Voilà, bon. Ouais, Moi, franchement, tu me dis impétueux, mais t'as plus une attaque. J'ai pas fait le tour de toutes les entrées, mais je suis pas sûr que le truc, ça me donne envie de le jouer, quoi. À part si vous avez un mec qui était déjà impétueux, ou qui avait déjà, je pense en breton notamment, on a des vertus qui... on a des vertus des objets, je me rappelle plus, j'ai dit peut-être C'est une ça. bêtise, En qui provoquent l'impétueux. Bah, en quitte fait, à aller à c'est fond bien là-dedans, quand vous aviez une pourquoi pas. figurine qui avait déjà la frénésie, parce Hmm, qu'en fait, bah, vous êtes toujours impétueux frénétique, donc dans tous les cas, vous allez charger, ouais, et vous gagnez le extra attaque plus 1 en force. Clairement, c'est un buff, hein. C'est un buff de l'arme magique. On s'en bat les couilles, surtout. c'est ça, c'est ça. C'est C'est-à-dire, ça, on est c'est dans ça. En fait, c'est une entrée qui est disponible pour tout le monde, que personne fondamentalement ne jouait. Alors, est-ce qu'ils ont un mec au studio qui adorait l'idée d'avoir sa blade de Berserker parce que le mec il a fait du jeu de rôle, il a toujours joué un barbare avec une lame maudite, j'en sais rien. Hmm, Bon, voilà, on va pouvoir passer à la suite clairement. ouais, C'est un buff de l'arme. Si vous êtes frénétique, impétueux, c'est une c'est arme que ça. vous allez pouvoir utiliser un peu plus. Mais sinon, globalement, on s'en tape, quoi. C'est ça, clairement. Clairement, parce que tu vas utiliser l'extra attaque et le reste, tu dis je l'ai déjà. Mais bon, ouais, Voilà. pas fou. Celle-là, j'ai eu envie d'insulter les gens qui se posaient la question. Et en fait, venant d'autres jeux, je comprends pourquoi c'est le cas. Il y a des jeux où en fait le jet avant la relance compte. Donc en fait, on vous dit voilà, si quelque chose Hmm, doit se déclencher quand vous atteignez un jet de dés, est-ce que le fait d'avoir relancé ce jet de dés a fait que l'effet ouais, c'est encore appliqué? Donc non. En fait, quand vous relancez un dé sur un jet Game Workshop, le jet de dés précédent est annulé. Et donc, en fait, tous les effets que ça a créé. Donc, je sais pas s'il y avait des mecs qui voulaient se dire, ah bah voilà, j'ai fait 5-6 pour toucher, j'ai fait 5 blessures empoisonnées. Du coup, je vais je les relance relancer. mes 6 histoire de refaire des potentiels. Allez vous faire foutre. Ouais, ouais. En fait, Allez vous faire on parlait de... Enfin, je disais tout à l'heure, t'es la santé du jeu. Encore une fois, hein, il y a toute une partie, c'est nous aussi, hein. Et je trouve que limite, franchement, ils font un effort de nous dire... limite, c'est insultant pour nous, en fait. Je trouve que ces genres de facs, C'est c'est ça. un peu insultant. Les mecs, Ouais. arrêtez d'abuser. Juste arrêtez d'abuser. Je veux dire, on en est à un niveau dans ce cas-là. Heureusement que Games ne traduit pas son bouquin dans toutes les langues, parce qu'il y a des gens, ils iraient chercher une traduction dans Oui, c'est d'autres ça. langues qui les arrangent. Ouais, au bout d'un moment, Je les suis mecs, allé voir, mais en faut arrêter. georgien, c'est pas écrit comme ça, hein. Ouais, ouais. Le mot, il a une subtilité qui, au final, si moi je le traduis dans ma langue, en fait, arrêtez, Ouais. arrêtez. Franchement, on passe pour des cons. Et Games sont très gentils de nous clarifier des trucs comme ça. Faut arrêter. Je sais pas. Bon, ça suffit, je pense, hein. Vas-y, vas-y, voilà. Là, pareil, est-ce que lancer le même enchantement ou la même malédiction sur une unité plus d'une fois, comme ça n'a pas d'effet, Ouais. mais qu'est-ce qui arrive sur les sorts qui sont de rangée caster, self, qui affectent toutes les unités dans une certaine distance, et c'est marqué, sauf si c'est précisé autrement, ces sorts ne sont pas cumulatifs, et le lancer plusieurs fois n'auront pas plusieurs fois le même effet. Alors, on vous rappelle, les règles enchantement et les malédictions, c'est bien écrit dans leurs règles que si vous ciblez plusieurs fois la même unité avec le même sort, ça n'a pas C'est d'effet. pas Et donc, cumulatif. en fait, ce que faisaient les mecs, alors ça, je l'ai jamais vu, mais apparemment, il y a 2-3 mecs qui le faisaient quand même, notamment en France. Un peu surpris, mais bon. Une fois, on va tout chercher les règles là où. Enfin, on va comprendre les règles comme on a envie de les comprendre souvent, malheureusement. Ou, bah, ils disaient, bah, moi, nickel, j'ai 2 chamans orques qui vont lancer le même spell qui fait une aura. Et du coup, bah voilà, j'ai pas ciblé 2 fois la même unité, j'ai juste 2 fois l'aura à portée. Donc vous aviez des mecs qui lançaient 4, 5, 6 fois le sort soleil violet, enfin le soleil qui fait -1 à la PA. Et du coup, bah vous aviez, ah, je suis trop fort, mon unité à -4, -5 à la PA parce que j'ai 4 connards qui ont lancé le sort. Hmm. Bon, en lisant les règles pures et dures, je comprends que les gens ont eu cette vision-là. Clairement, c'est entre la clarification et le mébordel vraiment. Hmm. Bon, les cas où ça aurait pu se comprendre, notamment voilà, le spam du Here We Go, le spam du soleil. Ah, c'est pour les joueurs orques et gobelins, on sait qu'ils respectent le lore, ils sont pas fans de la lecture pure et dure. Mais voilà. Petite clarif, ça permet aux choses d'être un petit peu plus sain, même si encore une fois, voilà, j'ai vu des gens en parler, mais j'ai jamais vu des gens le jouer comme ça. Voilà, j'ai pas trop d'avis sur ce sujet-là. Ouais, complètement. Pareil, pareil, pareil.
Alors ça, c'est un gros changement, enfin c'est un gros changement. C'est une grosse clarif pour les joueurs, notamment qui viennent de la V8. Si une unité doit faire une roue avant ou pendant une charge, est-ce que je dois le faire pour déclarer en fait la mesure de la charge? Donc en gros, est-ce que le fait d'être simplement à 8 pouces, sans prendre en compte les éventuelles roues, etc., permet de déclarer si vous avez une charge déclarable à 8? Ben, on vous dit oui. Alors j'aurais dû Hmm. utiliser 9 ou 10 comme exemple parce que c'est des exemples plus courants. Oui, faire une roue pendant une charge fait partie du mouvement de Ouais. charge. Ça joue notamment pour tout ce qui est frénétique. En fait, il y avait des joueurs qui se mettaient en limite de l'arc latéral, donc vraiment en limite d'arc, en disant bah voilà, je suis à portée de charge, c'est-à-dire je suis à typiquement à 10 pouces de ton unité qui a mouvement 4 et qui est frénétique. Ça t'oblige à déclarer une charge. Ah oui, mais tu as au moins 0,1 pouce de charge, donc quoi qu'il arrive, ta charge sera loupée. Bon, c'était un petit peu bizarre, c'était cohérent quand tu venais de la V8 notamment, où en fait la V8 tu faisais des mesures en ligne droite et puis si tu atteignais les jets de dés, c'était bon. Là, bon voilà, c'est une clarification de ce qui est écrit dans le bouquin de règles sur les charges. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai vu en jeu. En fait, on part du principe que si la charge est impossible, tu la déclares pas. Ouais. Enfin, tu la fais pas. Alors bien sûr, il y a l'exception des colonnes des colonnes de marche. Et ça, c'est vraiment pour contrebalancer une combo qu'avaient trouvé les joueurs pour contrôler leur frénétique. Donc voilà, assez roule as written sur le truc. Moi, ça me va. C'est une clarif. Je pense que la plupart des gens le jouaient comme ça. Après, c'est vrai que c'est un peu embêtant à jouer, dépendamment des armées que t'as. Parce qu'il va falloir à chaque fois tester, regarder, rebouger, ceci, pour tester tes roues, pour vérifier. Mais bon, voilà, les règles sont comme ça, faut les respecter. En même Et temps, puis il tu y a dois des avoir deux outils cas dans la game, sur c'est les embêtant, c'est sites tout. partenaires, vous avez le Linktree, pour Ouais. des outils pour faire des roues propres et les mesurer proprement. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas, ça simplifie. Exactement. Then can choose which attack, Alors, les figurines en contact socle à socle avec différentes unités ennemies peuvent choisir qui attaquer. Quand est-ce qu'on fait cette décision? Au début du combat ou quand c'est le tour de la C'est figurine le de moment où elle attaque, frapper? ouais. Et bien c'est bien quand c'est au tour de la figurine. Donc typiquement, bah, en fait, vous allez choisir qui vous attaquez quand vous atteignez votre palier d'initiative. Mm. Alors c'est une clarification, parce qu'en fait, malheureusement, quand tu appliques les règles texto, tu dois en fait allouer enfin, tu peux comprendre que l'allocation des attaques se fait au moment de commencer le combat. Donc en fait, avant de faire la moindre attaque, tu pourrais dire, bah voilà, mes mecs à initiative 5 vont taper tel gars, mes mecs à initiative 4 vont taper tel gars, mes mecs à initiative 2 vont taper tel gars, etc. Parce qu'en fait, ils ont mis un petit peu plus tard dans les combats multiples euh, que tu peux choisir d'allouer, etc. Donc il y avait une vision qui disait non, attention, il faut le choisir en amont, etc. Là, c'est plus le cas, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique. Les mecs sont un peu moins cons, c'est-à-dire en fait, ils réfléchissent à leur palais d'initiative et pas en prévision. Ça permet notamment, quand vous avez un cavalier et sa monture, si vous avez le cavalier qui tue la cible, bah votre monture peut taper ailleurs. Mm, mm. Moi, ça me va, ça me va. Encore une fois, ça se fait au moment du palier d'initiative. Donc, si vous avez plusieurs figurines qui tapent au même palier d'initiative, mais avec des armes différentes, notamment, bah voilà, comme on a souvent les chevaliers impériaux, qui ont initiative 3, les destriers ont initiative 3. Dans ce cas-là, bah, c'est avant de frapper, donc vous allez devoir allouer avant de choisir. Mais quand vous avez par exemple les Pégases qui tapent avec une meilleure initiative que les chevaucheurs de Pégase, bah, vous allez allouer vos attaques de Pégase à initiative 4, plus l'éventuel bonus d'initiative. Et ensuite, vous allez faire allouer les attaques des chevaliers sur Pégase à leur initiative 3, plus éventuel bonus. Donc voilà, c'est plus simple, ça clarifie. Je trouve ça bien. Ouais, et puis en plus, tu te dis si vraiment il y a des gars qui le jouaient, comme tu dis là, en fait, par début du combat, je dis ça tape là-dessus, ça tape là-dessus. Si le truc disparaît, tu fais quoi avec tes mecs en fait? Oui, c'est ça, Enfin, tu te retrouves dans voilà. les situations à la con. C'est plus simple comme ça. C'est Ouais, clairement plus simple comme ça, c'est une clarif, c'est de la logique. Moi, ça me va. ouais, clairement. Oula, alors là, mon unité charge une unité ennemie qui défend un obstacle linéaire bas, arrivant en contact socle à socle avec l'obstacle et pas de l'unité. Est-ce que mon unité peut faire des touches d'impact ou des attaques de stomp? Non, puisque là c'est ok. Le Ouais. stomp, on te dit bien, il faut être en contact socle à socle, etc. Bon. Les figurines doivent être en contact socle à socle avec l'ennemi pour faire des touches d'impact ou des stomps. Donc ce qui veut dire que quand l'unité défend un obstacle linéaire, vous n'êtes pas en contact socle à socle.
Jusque-là, c'est OK. Alors c'est un petit peu bizarre parce que dans les règles d'obstacles linéaires, de défense d'obstacles linéaires, on vous dit que vous êtes en contact socle à socle avec la barrière en question, mais vous comptez en fait comme étant en contact avec l'unité qui est derrière. Bon voilà, en fait on fait une petite différence avec ces éléments-là. Je le comprends tout à fait. Pardon. Je le comprends tout à fait d'un point de vue logique. Vous n'êtes pas en contact socle à socle et surtout ça nerf les dragons, les behemoths, les chariots qui chargent cette unité qui défendent un obstacle linéaire. Jusque-là, c'est super cool. Le problème, c'est le corollaire de tout ça. Vous avez le premier corollaire qui vous dit, bah voilà, t'as pas ces attaques-là parce que t'es pas en contact socle à socle, ok. Et on vous rappelle que quand vous n'êtes pas en contact socle à socle avec l'ennemi, vous faites qu'une seule attaque, vous êtes en support. Donc, premier changement énorme par rapport à ça, en appliquant le corollaire de ça, dès que les mecs défendent une barricade, vous n'êtes pas en contact socle à socle, donc vous faites qu'une seule attaque. On vous rappelle un petit point, quand les unités ont la règle vol, ils se foutent en fait de cette règle-là. Donc les Pégases, les dragons ne sont pas affectés, mais bon, c'est pas le sujet. Encore une fois, quand on essaye de lire les règles, au moins sur la chaîne, on essaye de faire abstraction de c'est fort, c'est pas fort. On essaye vraiment d'expliquer la règle comme elle est, de la comprendre, et une fois qu'on l'a comprise, on essaye de regarder les implications que ça a pour la méta. Il y a malheureusement beaucoup de joueurs qui disent je veux pas comprendre ça comme ça parce que ça boosterait telle armée. L'autre corollaire de ça, et là par contre clairement ça commence déjà à faire couler beaucoup d'encre depuis hier, c'est toutes les unités qui comptent comme défendant un obstacle linéaire bas. Ouais. On pense aux unités avec un zen rempart, on pense donc le rempart terrestre, donc le sort qui file une invue à 5 en élémentalisme, et on a aussi toutes les règles, notamment des sapeurs nains, des ingénieurs nains, qui permettent de retrancher des unités, donc qui compteront comme couvert bas et défendant un obstacle linéaire bas. En fait, en l'état actuel, il y a des débats. Pour certains joueurs, ils disent non, tu comptes comme défendant l'obstacle linéaire bas, c'est-à-dire tu n'utilises que la dernière règle de l'obstacle linéaire bas qui fait l'adversaire n'a pas son bonus d'initiative en charge. Les conséquences. Donc ça, c'est une vision, mais encore une fois, on n'utilise qu'une partie de la règle. Ou alors on se dit bah non, je compte comme défendant un obstacle linéaire bas. Si je suis derrière un obstacle linéaire bas, tu comptes comme n'étant pas au contact socle à socle, donc pas de touche d'impact, pas de stomp. En fait, est-ce que tu utilises le compte comme sur l'intégralité de la règle ou juste sur les 4 derniers mots de la règle en question? Il va y avoir des débats là-dessus. Ma vision, je parle bien d'une vision, c'est que si Game Workshop voulait que compter comme défendant un obstacle linéaire bas, c'était juste votre adversaire n'a pas de bonus d'initiative, enfin fait une charge désordonnée, c'est ce qu'ils auraient écrit. Voilà, clairement. Parce que c'est beaucoup plus court, et ils l'ont fait notamment pour la rune des nains. La rune des nains, c'est marqué que l'adversaire compte comme faisant une charge désordonnée. S'ils voulaient que ça soit que charge désordonnée et défendre un obstacle linéaire bas soit la même chose, ils l'auraient écrit de la même manière. Là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, ça fait des changements énormes, hein, notamment pour mon armée d'hommes bêtes qui se relie beaucoup sur les touches d'impact et le piétinement, hein, parce que notre magnifique CC est impressionnante, même si on a la relance des As de temps en temps. Ça change beaucoup de choses. C'est un nerf pour beaucoup d'armées, ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont râler. C'est un buff pour les nains, notamment. On est content. Mais voilà, c'est pas du tout anecdotique comme changement. Est-ce qu'on va arriver dans ce qu'on appelle le Wallhammer, c'est-à-dire les mecs vont jouer des murs de partout pour se protéger? Peut-être. Au final, c'est des gros changements sur des règles qui sont très très fortes, même trop fortes. Je trouve que les attaques de piétinement sont trop fortes dans le jeu, ont trop d'impact. Le problème, c'est que les unités qui volent s'en foutent. Donc au final, l'impact n'est pas sur les unités qu'on aurait voulu. Je sais pas encore. Je sais que dans la fac inter, ça commence déjà à discuter depuis hier soir sur ça. On a la vie. Non, on n'applique qu'une partie des règles. C'est pas ce qu'ils ont voulu écrire. Et on a le truc. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont écrit. Donc voilà, petit sujet là-dessus. Ce qui est énervant au final, c'est qu'on arrive dans le défaut traditionnel de Game Workshop où des fois il faut faquer une fac. Parce qu'en écrivant trop de mots, pour être précis, il t'arrive à un corollaire où le jeu semble bouger plus que ce qu'on aurait pu penser initialement. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal pour beaucoup de conceptions d'armée. Ça fait mal pour beaucoup de joueurs qui imaginaient pas le jeu comme ça. Au final, je pense qu'il faut appliquer ce que les développeurs ont écrit.
C'est-à-dire, bah voilà, si t'es pas en contact socle-à-socle, pas d'impact nick, pas de stomp attack. Et comme t'es pas en contact socle-à-socle, bah il y a beaucoup de choses qui sont impactées par ça. Moi, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est qu'ils l'ont fait en question-réponse. Il y a une subtilité, la subtilité pour moi, d'une fac qui répond, enfin qui fait une question-réponse, ou qui simplement reprend une règle, dans ce cas-là, elle est énorme. Parce qu'effectivement, ils te disent, et on comprend l'état d'esprit, de dire il y a un obstacle linéaire bas, on vous prévient que quand même, on considère que vous êtes en contact parce qu'il y a combat. Sinon, t'as des mecs qui te diraient non, non, en fait, il n'y a pas combat parce qu'ils disent qu'on n'est pas en contact socle à socle. Donc ça, tu l'entends. C'est déjà le cas, c'est déjà le Voilà, cas. c'est ça. Ça, c'est ce qui se passe. Mais là, c'est une question-réponse où les mecs te disent ça de manière... Ils répondent à la question, qui est assez précise, et ensuite, ils te disent ça de manière générale. Donc, même si c'est embêtant, bah, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, c'est exactement ce que tu dis. Sur la dernière fois où ils parlent de cette règle, ils te disent bien que tu n'es pas considéré en contact. Donc à partir de là, oui, toutes les règles qui vont derrière, bah oui, il faut l'appliquer. Parce que c'est une question-réponse, et que bah, pour moi, ça va... C'est un ordre de priorité, en fait. Donc ce qui est vraiment très dommage quand tu lis ça, c'est que vu que c'est un ordre de priorité pour moi qui est au-dessus de tout le reste, vu que c'est une question-réponse, pour moi, la question-réponse, ça engage vraiment sur qu'est-ce qu'on veut profondément dans la règle. Oui, c'est ça. Sauf que là, le problème qu'il y a, bah, c'est que on se dit attendez, donc on est d'accord, c'est sur le principe de dire une question-réponse, vous êtes en train de nous dire vraiment comment il faut comprendre la règle, donc dans ce cas-là, on dit la règle dit entièrement pas en contact, donc on prend tout ce qui est lié à ça, ou est-ce que c'est simplement, vous avez voulu le dire, dans le cadre du stomp et de l'impact? C'est ça. Et ça, franchement, moi, j'aurais tendance à partir d'un principe simple. Hein. Une fac, tu sais, c'est comme les jurisprudences, ou je sais pas comment on dit, en termes de hauteur d'importance. Moi, je le prends comme ça. C'est un question-réponse, ça veut vraiment dire que les mecs te disent exactement ce qu'ils ont voulu dans l'âme de la situation. Il faut que la situation se gère comme ça. Donc, effectivement, le changement, il est certes énorme. Encore une fois, je vais répéter exactement ce que j'ai dit pour les obstacles linéaires hauts. Aujourd'hui, obstacles linéaires bas, il n'y en a pas énormément. Faudrait pas que ça fasse peur aux gens et que les gens un peu... c'est peut-être la V9 de 40K, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Mais où au final, les règles étaient beaucoup trop impactantes au niveau des décors. Et au final, les mecs, bon, mais celui-là on joue plus, celui-là on joue plus, celui-là on joue plus. Ouais. J'ai un peu peur qu'en fait ce genre de débat-là puisse se régler de manière un peu trop facile, alors qu'au contraire, ça pourrait apporter de la profondeur au jeu, et que les gens se disent tout simplement, mais tu sais quoi, moi j'en jouerai pas, c'est trop chiant. Parce que déjà, pour moi, il est hyper intéressant, ce décor-là, l'obstacle linéaire bas, mais c'est vrai qu'il est complexe. Est-ce que durant ta charge, t'as une charge désordonnée parce que t'es monté un petit peu dessus et tout ça? Enfin, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est déjà, je pense, pas beaucoup joué parce que c'est complexe. Et là, ça rajoute une surcouche. Je comprendrais la personne qui dit, moi, tant que c'est pas clarifié, j'en mets pas sur table et comme ça, c'est réglé. Mais encore une fois, à la limite, tu vois, pour la barrière physique en elle-même, on a les règles qui te disent ça compte comme un terrain div, ça compte comme ça, ça compte comme ça. Le problème, en fait, c'est vraiment les unités qui comptent comme. Les règles qui font que tu comptes comme défendant un obstacle linéaire bas, quel est l'impact que ça a. Et bah, de la même manière, les corollaires, hein, typiquement quand tu attaques une tour, bah, de la même manière, tu n'es pas en contact socle à socle, tu es en contact socle à socle avec la tour, et pas avec les mecs dedans. Donc ça veut dire que est-ce que tu n'as qu'une seule attaque est-ce que c'est voilà, c'est un 5v5 avec simplement une attaque chacun? Du coup, bah, les unités qu'on voyait beaucoup pour défendre des tours, c'était les unités qui avaient de l'infanterie, un petit peu d'élite avec 2, 3, 4 attaques par tête. Bah, au final, si c'est qu'une seule attaque, bah, tu fous les archers dedans, ça revient au même. Ouais. Donc voilà, ça c'est une fac qui va créer beaucoup de questions. J'aimerais bien qu'ils fassent un petit patch d'urgence sur le truc assez rapidement. Ça ferait du bien, ne serait-ce que pour que les débats se calment un peu. Et moi, le premier, hein, clairement, voilà, ça a trop d'impact dans les conséquences que ça peut avoir pour laisser un flou là-dessus. Parce que s'il y a un flou, bah, ça va créer des facs locales, des trucs comme ça. Où tu as les joueurs qui diront ouais, mais non, ici on joue comme ci, ici on joue comme ça. Voilà, c'est une source malheureusement de division quand il y a un flou potentiel entre tous les haters qui vont vous expliquer que le jeu c'est de la merde, c'est du game, c'est du coup, regardez où on a un contre-exemple. Bon, voilà, j'aime pas ce que ça crée dans ce que ça peut créer au niveau de l'impact communautaire. Ah oui, c'est clair. Mais bon, dans tous les cas, en attendant, encore une fois, s'ils avaient voulu que défendre un obstacle linéaire bas, ça fasse juste que
un adversaire qui vous charge est désordonné, fait une C'est charge ça. désordonnée. Il Il l'aurait l'aurait écrit dit. comme ça. Il Donc, l'aurait dit, ouais. Complètement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et enfin, moi, j'en profite un peu pour dire ça aussi, hein. C'est un truc qu'on ne fait pas assez. Même entre nous, d'ailleurs, ça peut arriver, parce que c'est pas un réflexe. Mais ça devrait être vraiment dans le séquençage du jeu, de se mettre d'accord avec son adversaire sur qu'est-ce qui est quoi. Ça devient tellement impactant de savoir que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Peut-être que vous allez voir les petites barricades et vous allez vous dire non, mais ça, on s'en fout, c'est juste de la déco. Bah, peut-être que votre adversaire non. Que ça ouais, en soit du fait, linéaire haut, linéaire bas, mettez-vous d'accord sur tout en fait, hein, parce que là, quand tu es ça en devient amical, tu vas le faire parce que même si le cas arrive, au final, tu vas dire ouais, mais attends, là du coup, t'as qu'une seule attaque. Et tu dis ah, bah attends, tu me dis ça maintenant, du coup, j'aurais pas chargé. Vous revenez en arrière, il n'y a pas de problème. Ouais. Le problème, c'est que ça va arriver, notamment en tournoi où il y a un petit peu de. Où ça a eu un petit peu d'enjeu, et d'un seul coup, il y a un mec qui arrive avec une liste avec 15 chars. Le mec en face, il dit attends, attends, moi j'ai 3 Hearsen remparts à lancer par tour, donc tu me feras pas de touche d'impact, tu feras qu'une attaque par bonhomme, etc. Enfin voilà, et c'est à ça en fait que servent les clarifs officiels. Parce qu'en amical ou entre gens, en gens suffisamment intelligents pour prendre du recul sur le jeu, c'est pas un problème. On se laisse souvent revenir en arrière, on sait pas, quand on s'est pas mis d'accord, on le fait en cours. Bon, le problème c'est que ça va arriver dans des moments où ça sera pas, enfin l'intelligence sera pas de mise quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais de manière saine, c'est quand même toujours mieux quand le. Après, moi, je le vois pas comme une faute, hein. Faudrait pas, en fait, si on le voit ça comme une erreur, vous allez avoir des gens hyper frileux qui vont jamais rien changer parce qu'ils vont dire attendez, si on commence à bouger un truc, ça va faire bouger plein de choses. C'est bien qu'ils fassent bouger les trucs. Mais comme tu dis, pour moi, ça se résume par ce que tu as dit là. C'est vraiment faites un truc d'urgence et dites, clarifiez ce que vous avez voulu dire parce que c'est vrai que ça porte à confusion. Et pour moi, En fait, s'ils font ça, ce sera top. s'ils suppriment la deuxième phrase, c'est ok, hein. Ouais, exactement. Ouais, Laissez exactement. juste le nom, et on est tous C'est d'accord. ça. En fait, si tu mets le nom, on sait que tu ne parles que de ça. Et c'est bon. Ouais. Ou alors, vous rajoutez un truc à la phrase suivante et vous dites ce qui, y compris pour les unités qui comptent comme défendants. Enfin voilà, faites un truc. Là, il faut faire un truc. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais bon, ça va, ça va. Bon, ça va. vous inquiétez pas, les suivantes, on va être beaucoup plus rapide parce qu'au final, on a déjà abordé les gros sujets de cette fac. C'est clair. Voilà, Ils bah, ont typiquement, virgule, celle-là, voilà. Est-ce que l'overkill, donc le carnage que vous faites, compte contre un champion dans un défi, alors que ça, ou ça ne compte que pour les personnages? Voilà, vous avez des joueurs qui commencent à dire non, non, si c'est marqué personnage, ça fait que le personnage, le champion compte comme un personnage, mais encore une fois, compte comme, c'est pas vraiment. Enfin, en fait, ils mettent tout en avant dans les règles pour vous dire que compte comme, Ouais. c'est pareil. Voilà. Ouais. Et pas juste c'est pareil, mais pas pareil. En fait, si vous pensez intelligent, vous insultez l'intelligence humaine à penser des choses comme ça, faut arrêter au bout d'un moment. Désolé, en fait, on vous berce pas, tu l'as dit et c'est intéressant, hein, allez sur d'autres chaînes pour vous faire bercer. Là, honnêtement, voilà. Vous êtes en face de nous sur table, on vous dira un mot gentil et on essaiera de pas toucher les mamans. Mais voilà, c'est bon quoi, arrêtez, c'est stupide. Un petit rule change, et qui est pas rien, ce qui fait qu'on va devoir supprimer Ouais. la vidéo de 76 règles en 76 secondes. Ça y est, on y arrive. Ça Si une commence. figurine a Armorbind 2, donc Imperfo X, dans ses règles spéciales, donc c'est-à-dire que si c'est bien l'unité qui a la règle spéciale et pas son arme, est-ce que ça s'applique sur les touches d'impact et les piétinements? Eh bien c'est un oui. Alors c'est un changement de règle. Dans la règle imperforante, on vous dit bien que c'est l'arme de la figurine qui en profite. Ouais. Là, ça sera tout le monde. Alors, beaucoup de joueurs le faisaient déjà par erreur. C'est-à-dire déjà par erreur, oui, non, c'est bon, c'est mon unité qui a Imperfo 2, donc j'en profite sur l'estompe. Bon, c'était pas le cas en écrit, mais c'est clarifié, enfin c'est modifié dans ce sens-là. Pourquoi pas? Écoutez, si ça va dans le sens. C'est positif, moi j'ai une touche d'impact avec mon Doombull qui est Imperfo 1, j'ai mes Dragons Ogres qui gagnent Imperfo aussi sur leur stomp. On va être content, Bon, l'impact est minime parce qu'en fait beaucoup de joueurs le faisaient déjà cette erreur-là. Bon, ça fait un peu plus de létalité sur des touches d'impact et des stomps qui viennent de se faire nerfer à coup de coup de mur. Au final, voilà, c'est du 1 pour 1. Ouais, complètement. Complètement. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Je dis peut-être une bêtise, c'est pas des trucs dont j'ai l'habitude dans mes listes. Mais là, si, mettons, tes stomp attaques ont déjà une PA-2 parce que Behemoth, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que là, Oui, c'est ça ça. veut dire que si tu l'as sur ton profil et ça se cumule, tu tapes à -4? Oui. Ah, c'est pas mal.
Faut voir, je dis ça, mais j'ai pas forcément l'habitude de jouer des armées avec ça, ou de jouer des figurines comme Bah, ça. le Je vrai me rends buff, pas en compte fait, hein, c'est si pour c'est les unités possible. de chariot, notamment Roi des Tombes, qui pourront prendre une bannière Perfo 2, Ouais, la bannière oui, Razor, et donc avoir des touches d'impact PA-1, PA-3 ouais. PA-2 selon les chars qui chargent. Plutôt pas mal. Ça change un peu, ça rajoute un peu de saveur au truc. Donc bon voilà. Ouais, franchement, moi je trouve ça cool, c'est sympa. Alors si une unité est chargée pardon, par deux ou plus unités et fait une contre-charge contre l'une d'entre elles, ça peut finir avec un positionnement différent de l'arc initial. Est-ce que ces unités font leur mouvement contre le nouvel arc? Et oui, une unité qui contre-charge risque d'exploser ses flancs ou son arrière à son ennemi. C'est le risque à faire le malin. Ouais. Bon, c'est une clarif. Clairement, il y avait la question, parce qu'en fait, vu que ton placement, en fait, ce moment où tu déclares ta charge, tu check l'angle dans C'est ça. lequel tu es censé arriver. Bon, en gros, ils expliquent que contre-charge, c'est une exception aux règles normales, parce qu'en fait, tu bouges pendant la charge adverse. Et donc, ça peut avoir des conséquences. C'est très bien. Oui, après, c'est ça, c'est le genre de truc, la logique, mais la logique, on a chacun la nôtre. Ouais, moi je trouve ça bien. Je vois pas comment ça pouvait être joué différemment, mais bon, ouais, après. Enfin, restant logique, on va dire, mais bon, bref. Ensuite, si l'unité de troupe infanterie est rejoint par un perso de type cavalerie qui charge une unité qui a la règle contre-charge, est-ce que l'unité peut déclarer une contre-charge? Non, parce que le troupe d'unité ne change pas quand un personnage la rejoint. C'est littéralement ce qui est écrit dans les règles en fait. Hein. Tu colles au type de l'unité. Sinon, ça crée des bordels monstres où vous auriez un pack de cavaliers, avec un personnage infanterie pour changer le nombre de rangs que vous pouvez avoir. Enfin voilà, c'est une clarif. J'étais pas loin de le marquer en mes bordels vraiment. Ouais. Mais voilà, on reste sur le truc, parce qu'en fait ça crée plein de trucs particuliers où tu foutais un perso d'infanterie dans des bêtes de guerre, et du coup tu perdais la règle pour le moral, et pour ignorer la valeur de commandement du général, etc. Bon, Ouais. on oublie ça. Un personnage qui rejoint l'unité ne change pas le type. Ensuite, à quelle distance doit bouger une figurine avec la règle mouvement aléatoire quand elle fait une contre-charge? Et ben c'est comme marqué dans la règle contre-charge, une figurine avec cette règle va le faire de D3+1. Vous m'énervez. Encore une fois, vous m'énervez les gens. Encore une fois, je sais, on a un joueur en France qui met ça encore en avant, on a JB qui met ça encore en avant. Le fait de, à chaque fois que tu dois bouger ton unité, tu dois déterminer la valeur maximale. Ça sert à rien, et clairement, les développeurs vous disent encore là, quand votre unité devrait utiliser sa valeur de mouvement, si elle a marqué XD6, vous allez lancer XD6. Et si vous avez des règles qui vous fait bouger de X pouces, donc 2 pouces sur la truc, les poursuites à 2d6, 3d6 si t'es rapide, vous appliquez ce qui est écrit dans la règle. Donc voilà, juste appliquer le bouquin de règles comme il est écrit et pas comme vous avez envie qu'il soit écrit, et ça simplifie énormément le sujet. Je dirais de plus. Les bêtes de guerre et les nuées qui ont peur des unités avec la règle attaque enflammée. Est-ce que les bêtes de guerre et les nuées qui sont immunisées à la psycho peuvent avoir peur des unités qui font des attaques enflammées? Oui. Alors, les unités qui sont ouais, immunisées c'est psycho, subtil. etc., en général causent la peur. Alors pas toutes, mais il y en a. Donc ça crée une situation un peu particulière. Si votre figurine n'est pas immunisée psycho, bah, vous allez avoir... Enfin, si vous êtes immunisé psycho, mais vous ne causez pas la peur, j'ai pas de cas en tête, mais il doit y avoir des cas potentiels qui arrivent là-dessus. Vous aurez potentiellement à faire un test de peur, même si vous n'avez pas de truc. La majorité des cas, en fait, ça va permettre aux unités qui ont attaque enflammée de ne pas avoir peur d'une unité de nuée, mort-vivant, etc. Pas fan. Je suis pas fan, mais voilà. Pour moi, c'est totalement anecdotique. Les unités avec attaque enflammée, il n'y en a pas tant que ça. Des unités avec attaque enflammée qui n'ont pas une PU suffisante pour potentiellement avoir peur d'un pack de nuée. Bon, pour moi, c'était pas une des priorités à faire. Ils l'ont statué comme ça. Il y a peut-être des cas où c'est important. Bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Nuée pour... pareil, ça change, truc change jamais. C'est PU5 de mémoire, ça, c'est ça? C'est PU combien? Je sais même pas, c'est pas PUPV ou je sais même plus la Je PU sais des même nuées. plus, C'est pour te j'en dire joue à quel jamais. point j'y accorde de l'importance. Ouais, c'est clair. Non, comme tu dis, pas non plus chercher, on en voit rarement. Mais bon, c'est pas hyper impactant non plus.
De la même manière, si certaines unités dans une, enfin si certaines figurines dans une dé causent la peur mais pas d'autres, est-ce que j'utilise la PU globale de l'unité ou juste celle des modèles qui causent la peur pour déterminer si tu as une puissance d'unité inférieure? Tu utilises uniquement la PU des figurines qui causent la peur. Je sais pas si c'est un rule change ou une clarif, en fait, d'utiliser, de partir du principe que si une figurine cause la peur dans une unité, toute l'unité cause la peur. Ça, c'était pas vraiment appliqué comme ça dans tous les cas. Mm. J'imagine qu'ils ont eu le cas dans certains moments. Pour moi, encore une fois, c'était pas un problème. C'était pas il n'y avait pas de question à se poser. On a quelques personnages qui causent la peur, qui pouvaient rejoindre des packs de 20, 30, 40. On a notamment les demi-griffons de l'Empire, enfin les personnages sur demi-griffons qui rejoignaient des figurines de piétons de l'Empire. Bon. Pour certains, c'est un gros nerf. Pour d'autres, c'est anecdotique. Je suis plus dans la catégorie d'anecdotique vu l'impact qu'a la peur sur les games. Mais bon, voilà, on prend. C'est clair. On prend l'info. Déjà que l'impact est pas ouf et il faut y penser. Pas 2 tours après le corps à corps. Mais au fait, t'avais un voisin là. Enfin, t'avais peut-être un -1, non? C'est clair. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe si une unité avec mouvement à couvert est rejointe par un caractère qui ne l'a pas? Au hasard, un Dumble qui rejoint un pack de gore. Les unités avancent à la vitesse de leur figurine la plus basse. Donc, cependant, si l'unité ne subirait pas Enfin, ce qui veut dire que si l'unité ne subissait pas de mouvement pour bouger à travers un terrain difficile ou dangereux, le personnage l'aurait, ce qui pourrait réduire potentiellement la distance à laquelle l'unité entière move. C'est juste liser les règles sur... En fait, voilà. Le mouvement ralentit les figurines et pas les unités, globalement. Donc comme ça ralentit les figurines, bah, si vous avez plusieurs valeurs de mouvement dans une unité, vous utilisez la plus basse. Bon, voilà, c'est une clarif. On a eu la question très récemment sur le Board, sur le Discord francophone. Bon, c'est bien, il confirme qu'on n'a pas dit de la merde sur cet aspect-là. Dans tous les cas, moi ça me concerne pas. Mon Dumble il a mouvement 6 et pas mouvement à couvert. Donc il rejoint des gores qui ont mouvement 5 et mouvement à couvert. Donc dans tous les cas, ça n'a pas d'impact pour moi. Débrouillez-vous les autres. Et j'en profite, ça n'a rien à voir, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. On a une commu qui grandit, qui est quand même assez balèze, hein, franchement. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions, vous voulez en parler, vous voulez avoir du teasing, vous voulez vous hyper entre vous sur des informations que les gens n'ont pas, mais qui s'inventent. Vous voulez partager vos listes, vous voulez... allez-y. Allez-y, c'est très sympa et ça commence à grandir, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ensuite, mais bordel, vraiment, là, clairement, j'ai vu... Alors, bon, c'est du magin, c'est du bleu, donc c'est de la modification, la fac. En fait, il y avait une seule règle, ils l'ont mis en 2 règles. Est-ce que la valeur d'armure d'une régénération est améliorée par un bouclier, un caparaçon ou un objet magique qui augmente l'armure? Non, sauf si c'est précisé autrement. Pareil pour l'invulnérable. Non, sauf si c'est précisé autrement. On sait que sur The Old World, les invulnérables et les régènes sont des sauvegardes d'armure spécifiques, donc non modifiables pour les invus, utilisables dans certaines conditions avec l'impact sur la résolution de combat pour le truc. Certains joueurs ont commencé à dire ouais mais du coup si je mets -2 à la save d'armure, ton invu à -2, ta régène elle a -2 avec le Plague of Rust. Ils ont dit non dans la première fac, là ils clarifient aussi que ça n'affecte pas quand c'est amélioré, parce qu'il y avait des joueurs qui disaient ah non, la fac elle part juste des sorts qui réduisent. Là j'améliore, donc j'ai une régénération à 3+ avec mon bouclier et mon bardage. Il y a vraiment des gens qui jouent avec vous, les gens? Comment ça se fait? Il y a beaucoup de gens qui sont experts de règles mais qui jouent pas. Je pense vraiment qu'ils jouent aussi, pas, ouais. ou qui ont juste envie de dire sur un forum quelconque regarde, j'ai trouvé un problème de règles. Ouais. Mais ces gens-là ne jouent pas au jeu, c'est juste jouent. Donc voilà, faut Non, pas leur clair. accorder plus d'importance que ça. Clair. Ces genres de règles, tu sais, on avait acheté la main, je lève pas le doigt, mais tu te rappelles la main qu'on avait acheté là? Ouais, ça pourra se résumer par ça. Tu vois, troisième doigt levé, c'est ça. Troisième doigt levé, je vous laisse compter, et puis voilà quoi. Ah, c'est bon quoi. Ensuite, est-ce qu'une figurine avec régénération, enfin peut faire une régénération quand elle perd un PEV? Alors perd un PEV, c'est vraiment les tests de terrain dangereux, l'instable, les choses comme ça. Et là on vous dit non. Si ça vous dit que les unités que la figurine perd un PEV, elle perd un PEV. Et si après elle vous dit qu'elle est blessée, etc., elle peut tenter des choses. C'est de la clarif pure et dure. Encore une fois, j'ai pas vu beaucoup de joueurs tenter de le faire. Un petit peu au début du jeu, les gens qui disaient ouais mais sur le terrain dangereux j'ai le droit à mon invu, j'ai le droit à mon truc, c'est pas marqué que j'ai pas le droit. Voilà. Ouais, c'est vraiment tu retires la moment où ça vous dit vous perdez un PEV, c'est que vous perdez un PEV. Si ça vous dit que vous perdez un PEV et entre guillemets sans sauvegarde d'armure,
mais les invulnérables ou les régénérations sont autorisées, et bah dans ce cas-là, vous avez les invus, etc. Appliquez Hmm. juste ce qui est écrit et il n'y a pas vraiment de sujet. C'est toujours bien de le rappeler, notamment pour les tests de terrain dangereux. Ouais. Ouais, j'avoue, ça, tu vois, je l'aurais pas. J'aurais cherché dans le bouquin, ça, tu vois. J'aurais pas tilté sur le truc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Scout et déterminé. Ah Est-ce que les unités qui se déploient en utilisant la règle scout comptent pour déterminer quel joueur a fini de se déployer? Oui. Alors, c'est une clarif. Alors Hein, attends, je mais vais prendre une bordel. enveloppe, on va l'envoyer aux États-Unis, celle-là, c'est ça, hein? Attends, je Ouais. cherche l'enveloppe, voilà, on va la mettre, on va Oh là l'envoyer. là 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 là. Putain, ils ont été. Voilà. Bon, c'est bien qu'il l'ait mis, hein, parce que notamment, ça fait un énorme doigt d'honneur aux mecs qui défendaient l'inverse. Ouais. Alors là, on sort du lore. Hein. Là, d'un seul coup, les mecs ils disent ouais, la fac elle est nulle. Depuis quand avoir des éclaireurs dans le monde réel, ça n'a pas d'impact. On s'en fout, il y a des dragons. Ouais. À partir du moment où tu as des dragons et des morts vivants, toute comparaison avec le monde réel, elle commence à être limite. C'est tout, c'est appliquer le bouquin comme il est écrit, arrêter d'inventer des règles, et voilà. Gros changement, alors moi notamment pour, voilà, hein, dans ma liste homme bête, j'ai un pack de harpies que j'ai déployé systématiquement en éclaireur parce que ça n'avait pas d'impact. Il y avait beaucoup d'armées qui commençaient à déployer 200, 300, 400 points en éclaireur, parce que c'était que des avantages. Mm. Clairement, c'était que les avantages. Ouais, c'est clair. Maintenant, la question va se poser. Vous pouvez même vous dire, voilà, je veux que l'adversaire joue en premier parce qu'il y a 4 collines dans sa zone de déploiement et mes canons feront rien. Je vais déployer des éclaireurs. Comme ça va me permettre d'avoir la tempo que je veux. Donc, encore une fois, c'est de l'intel, c'est de l'information. Donc, d'un point de vue lore, ça se tient. Voilà. C'est clairement. On est dans un jeu qui veut pas une létalité débile. Et avoir 40 éclaireurs qui tirent empoisonnés. Il n'y a rien d'intéressant et de stratégique à faire ça. C'est très très bien qu'il le clarifie. Et ça met surtout un gros doigt d'honneur à ceux qui jouaient à un autre jeu, tout simplement. Quoi. Et puis, bon, je jouerai pas 40 skins caméléon, c'est bon, j'ai compris. Putain, Ouais, mec, on 30. peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Bah si, mais ton adversaire aura potentiellement un +1 pour C'est finir. ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Putain, nul. Ensuite, pareil, je l'ai laissé en clarif, mais bordel vraiment. Voilà. Quand une unité qui a loupé son test de subtilité bouge, de quelle distance est-ce qu'elle bouge? Et bah, aussi loin que ce qui est écrit. Hein, tant que c'est tout droit sans faire de manœuvre. Et tu ne peux pas choper un corps à corps. Ils sont obligés de clarifier la fac. Ils avaient fait avant. Vous disiez déjà que vous pouvez bouger de la distance que vous voulez. Bah, il y a des mecs, même si c'était marqué en ligne droite, ils disaient ouais, mais ma roue elle est en ligne droite, elle va te faire foutre. Ouais. Troisième doigt, direct. Ouais, Ouais, c'est ça, franchement, troisième doigt. arrêtez d'insulter votre intelligence au bout d'un moment, C'est ça. ça devient relou. Tu vois, je l'ai pas mis uniquement, mais bordel vraiment pour la deuxième partie où en fait tu posais la question est-ce que si je devais toucher un mec, je pouvais le faire ou pas? Est-ce qu'on était dans le cadre d'un contact accidentel? Bon. Là par contre, très très intéressant. Alors, d'habitude j'aime bien frimer en disant voilà, je vous l'avais dit, notamment pour les éclaireurs. Bah là, ouais, je vous l'avais dit, mais j'étais pas sûr que c'était non plus l'angle dans lequel aller, donc je suis un petit peu. Voilà, je frimerai très peu. Je le ferai quand même pour énerver 2-3 mecs, mais je frimerai très peu sur ce sujet-là. Quand est-ce que vous déclarez quand vous utilisez la règle rapide? C'est avant de lancer charge, fuite ou poursuite. Ça, c'est hyper impactant. Notamment en C'est partie hyper cournois, impactant, ça va vous être fait moins de violent. maîtrise. Bon, on est vraiment dans la logique de Game Workshop. Si tu veux utiliser une règle, tu choisis de l'utiliser avant de lancer les dés. Bah, une fois que c'est fait, ça me va. Ça me va, c'est comme ça que j'aimais bien l'appliquer. C'est pas comme ça que je l'imposais aux joueurs autour de moi. Notamment parce qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment en casu, qui oublient qu'ils ont la règle rapide. C'est-à-dire ils vont lancer 2 dés pour la fuite. Ils vont regarder les GD et vont faire merde, ça fait 5. Et après, Ah, mais tu j'ai dis, le ouais, mais rapide. du coup, rapide ou pas? Maintenant, prenez l'habitude, avant de lancer un dé, avant de lancer les dés, rapide ou pas. Ouais. Et s'il vous plaît, en tournoi, soyez mignon, même si c'est impactant. Dites-le, laissez une ou deux chances à votre adversaire. Voilà. Parce que moi, je sens le truc venir où ça va être. Tu sais, le dé, t'es en tournoi, tu le lances vite, t'as pas précisé le truc, ça peut arriver. Parce que c'est là où ça va être très impactant. Encore une fois, vous êtes en partie casu avec des potes. Je veux dire, si vous vous prenez la tête, c'est que c'est pas des potes. Vous avez un souci avec le concept de jeu, d'amusement. Mais en tournoi, ouais, ça va être quand même assez énorme parce qu'il y a des moments où voilà, t'es dans le feu, tu lances ton jet, alors que. Mais bien sûr que t'as envie de mettre le rapide parce que t'as surtout pas envie que le mec te rattrape. Ouais. Au bout d'un moment, soyez intelligent. Alors oui, c'est pas un jeu d'intention, on l'a déjà dit. Mais ça peut arriver, donc j'espère que voilà, j'espère que les gens le prendront avec intelligence.
Je dis ça avec beaucoup de... J'y crois pas, mais... Ouais, moi, honnêtement, je m'attends vraiment à ce que tu aies des joueurs un petit peu limites qui vont lancer les 2D. Une fois qu'ils ont vu le résultat, Ouais, ils disent voilà, j'applique rapide. ouais, En fait, pour profiter enfin, pour jouer sur le fait que le dé doit être souvent séparé, etc. ouais, Pour les charges, ça compte. Par contre, pour les fuites et les poursuites, vu que vous utilisez les 3D si vous utilisez rapide, bah, je suis désolé si le mec il a oublié de lancer son dé. c'est ça. Pour la charge, pensez bien à vous mettre d'accord avec l'adversaire. J'utilise rapide ou pas. C'est simplement une habitude à prendre avant. C'est ça. Est-ce qu'on veut que l'unité. Alors, pour certains, en fait, le rapide, c'était un coup de rein en plus. C'est-à-dire le mec qui regardait où il était. Ah putain, attends, je suis pas suffisant. Allez, on y retourne. Bah là, non, en fait, il vous dit voilà, c'est une vitesse à prendre, une décision à prendre avant de bouger vos figurines. Dans un premier temps, comme l'a dit Cassique, laissez le doute au joueur, le temps au joueur de s'habituer à ça. Ça fera du bien. Mais par contre, ouais, au bout d'un moment, attention avec les joueurs qui sont un petit peu borderline quand même sur les jets de dés au bon moment. Encore une fois, en casu, en amical, on s'en tape. Parce qu'on s'en fout et que l'importance que ça a. Je veux dire, c'est comme quand on joue sur Warhol. Et c'est comme quand on disait quand on était gamin, c'est pour du beurre. Et tu vas pas perdre tes billes si tu perds quand on jouer contre ton pote. Et si à la fin il te dit mais non, on avait dit que c'était un jeu sérieux, filez-lui une bille et dites-lui d'aller. Voilà. Il faudrait le faire, Hein, ça t'a gagné voilà. mon cadeau. T'as gagné, si tu veux, retourne de toi, je vais te la mettre dans ta poche. Hein, voilà, voilà. Enfin bref. Donc ce Alors, caractère... si un personnage sans la règle Vanguard rejoint l'unité pendant le déploiement, est-ce que ce personnage peut faire un mouvement de Vanguard avec l'unité? Non. En plus, si l'unité est formée, donc pas en tirailleur, elle ne sera pas capable de faire un mouvement de Vanguard. La présence du personnage sans la règle spéciale en empêche de le faire. Cependant, si l'unité est en tirailleur, clin d'œil Pégase, l'unité peut faire un Vanguard en laissant le personnage derrière. C'est une clarif, c'est clarif d'une clarif. Ils ont rajouté en fait avec la fac qu'ils avaient mis, tu pouvais bouger ton unité même si elle était formée en laissant le personnage derrière. Ce qui donnait un résultat un petit peu bizarre parce qu'en fait ton personnage bougeait pas, mais comme il était souvent au premier rang, il allait bloquer l'adversaire, enfin bloquer tes figurines. Ils ont clarifié. Là-dessus, je suis encore sur. Je serai le dernier mec sur ma colline avec ça à défendre le sujet. Je reste persuadé qu'une unité avec Vanguard, qu'elle se donnait par une bannière ou en règle spéciale, si elle est rejointe par un perso qui ne l'a pas, peut pas en profiter. Tous les joueurs bretons que je connais me maintiennent le contraire, bizarrement. Mais bon, c'est des sujets qui en sont pas. J'aurais aimé qu'ils clarifient dans un sens ou dans l'autre, en utilisant vraiment l'exemple des bannières. On rappelle, hein, parce qu'en fait, vous avez deux bannières, une en KO et une en exilé, qui filent Vanguard à l'unité. Et pour certains, en fait, il n'y a pas de temporalité dans le déploiement. C'est-à-dire que vous déployez vos Pégases avec la bannière Vanguard, on s'en fout. Vous mettez un perso dedans, ok, au moment d'appliquer Vanguard, bah, toute l'unité là, parce que le perso est dedans. Pour moi, ça tient pas. Pour moi, ça tient pas. Il y a une temporalité dans le déploiement. On déploie d'abord les unités, ensuite les personnages. Et si vous voulez qu'un personnage profite de la bannière Vanguard, bah, vous mettez un personnage avec la grande bannière Vanguard dans l'unité et ça fonctionne. Ça castre beaucoup d'armées, notamment les Pégases. Hein. Ça castre les Pégases. Pour moi, on lit la règle comme on le souhaite. Encore une fois, je n'ai pas cette vision-là. Peut-être parce que je suis en face des Pégases, peut-être. Peut-être que les joueurs le défendent parce qu'ils jouent les Pégases, peut-être aussi. Dans tous les cas, Game Workshop n'a pas statué là-dessus, donc on va rester à juste ce qui est écrit et puis appliquer les facs locales, les facs utilisées pour savoir si c'est fait ou pas. Quoi. C'est ça, c'est ça. Ce qui est embêtant, c'est que généralement, ça peut se régler par... Ils ont dit quoi? Ils ont dit unité ou ils ont dit figurine? Mais là, en local cas, ils peuvent pas, en fait. Donc, ouais, ça rend la chose complexe. Mais bon, ouais. Deux petits points assez intéressants. Comment une unité de tirailleurs se forme quand elle est chargée par plusieurs unités ennemies dans de différentes directions. Les tirailleurs vont se former face à la première unité qui les charge et qui arrive en contact avec eux. L'unité suivante doit ensuite charger l'unité formée par les tirailleurs. Si aucune unité n'est capable de compléter leur mouvement de charge, la charge est loupée. Ça, c'est un gros changement. C'est un gros changement parce qu'en fait, les charges multiples sont simultanées. Donc en fait, vous arriviez dans un cas, vous devez vous aligner face à deux unités qui pouvaient charger d'unités totalement différentes. Ça crée des situations un petit peu à la con. Tu l'as eu, il me semble, au tournoi d'Angoulême, quand tu as joué contre Coco et Rez. C'est ça, exact. Où tu sais pas comment t'aligner. Bon voilà, la première unité qui va charger, le tirailleur va devoir s'aligner face à celle-là.
Bon, c'est à prendre en compte parce que ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez pouvoir jouer pour esquiver certaines charges d'unité, etc. C'est important de bien maîtriser ces sujets-là. Bon, voilà. Et ensuite, est-ce que les unités ont un flanc ou des rangs arrière une fois qu'ils sont engagés au combat? Bah, c'était pas si évident que ça. Ouais, J'avais lu les deux, j'avais vu l'application des deux côtés. Maintenant, c'est non. c'est ça. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans une unité un petit peu formée, c'est-à-dire vos figurines seront en contact socle à socle, bah, si l'adversaire vous charge, vous n'aura pas de plus 1 pour attaquer vos rangs, il n'aura pas certains bonus quand il charge quand vous êtes engagé en rang. Je pense notamment aux Sneaky Gits qui peuvent relancer les touches quand ils attaquent le flanc de dos d'une unité. Bon, voilà, c'est pas le cas. Ok, on accepte. Pas de flanc ni de rang arrière quand tu es, un tirailleur, que tu sois dans la pampa ou engagé au corps à corps. Ouais, c'est clair. C'est du rule change, mais au moins ça résout pas mal de problèmes. Ensuite, c'est une unité qui a des modificateurs de commandement qui utilisent la règle présence inspirante du général ou n'importe quelle règle qui permet d'utiliser. Est-ce que cette unité ignore les modificateurs? Non. Bon, là c'est une clarif. En gros, on vous dit, bah voilà, vous devez faire un test de commandement à 10, et vous perdez de 37. Même si vous utilisez le commandement 10 du général, bah, vous allez appliquer le malus, et notamment pour la terreur. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai vu aucun joueur le jouer différemment, et j'imagine que s'il l'utilise, il y a une raison, quoi. Enfin, s'il le précise, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est ultra tiré par les cheveux. Tu veux dire qu'il y a des mecs qui disaient, ben non, en fait, moi j'ai le moins 37, mais j'utilise celui de Ça, l'autre, mon et lui unité il a l'a moins pas, 37, donc mais j'utilise le commandement du général. Le commandement du général, il n'y a pas moins 37, donc je fais mon test. ouais, Ah, ouais. C'est quel doigt les mecs? Hein, voilà. ouais, c'est ça. Non, il faut arrêter, franchement. Ouais, d'accord. En fait, tellement le truc est tiré par les cheveux, je comprenais même pas que les joueurs pouvaient l'utiliser comme ça, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ok. Un jeu pour passer un bon moment et s'amuser entre amis, ouais. D'accord. Non, c'est pas Ensuite, possible. une unité clumsy, donc c'est les patos ne peuvent pas être rejoints par une unité qui n'est pas pato, donc par un personnage qui ne l'est pas. Mais est-ce qu'un personnage qui a cette règle peut rejoindre une unité qui ne l'est pas? Oui. Voilà, c'est juste ce qui était écrit dans le bouquin, donc j'ai pas vraiment compris le truc, ou alors j'ai loupé un truc. Et ensuite, est-ce qu'une unité qui est rejointe par un personnage avec un troupe différent, un troupe de 10 différent, gagne les règles associées avec le caractère troupe type? Non. Donc t'avais quand même des mecs qui mettaient je sais pas, peut-être des chariots dans des, dans des unités pour faire filer le truc, je sais pas. Je sais pas où ils voulaient en venir avec ça. C'est de la Ouais, clarif. C'était vraiment pas loin du mais bordel vraiment. Il y a ouais, peut-être ouais, des c'est cas, hein. clair. Il y a peut-être Je des suis cas sûr très que les, je précis suis où ça sûr que les changeait mecs des qui trucs. faisaient ça, bizarrement, quand tu leur mettais un coup fatal, ils étaient plus d'accord, je pense. C'est exactement C'est ça. bizarre, hein. C'est C'est, exactement ouais, ça. non, en fait, non, parce que Ouais, mais non, pas là, lui, pas dans ce cas-là. Non, mais c'est pas clair, hein. C'est pas très clair. Non, mais t'arrêtes. faut arrêter, faut arrêter. Donc, Spectre, Ah, Double là par contre Ganger. déjà ça a déjà commencé à faire couler un peu d'encre. Comment le doppelganger, donc j'ai même plus le nom en français, enfin vous le connaissez tous, Ouais, ça interagit marche. avec les unités qui ont soit frappe en premier, soit frappe en dernier. Le sort est lancé à la valeur d'initiative du sorcier. Donc ça c'est ce qui est écrit en fait dans les sorts d'assaillement. Ce qui veut dire que les attaques sont générées par le spell sont faites à l'initiative du sorcier. Cependant, si le sorcier, si le sorcier qui lance le sort veut utiliser une arme avec la règle attaque en dernier, L'initiative. ces attaques seront faites à l'initiative 1. Alors, beaucoup de joueurs se sont dit que c'est incohérent, que ça se contredit. Pour moi, il faut vraiment séparer les attaques qui sont générées par le doppelganger, et on se fait l'initiative où tu lances le sort. Donc l'initiative 6, 5, 6, 7 du sorcier, parce que c'est souvent des elfes qui le lancent. Par contre, les propres attaques du sorcier qui utiliseront l'arme lourde seront faites avec l'initiative 1. Je le comprends dans ce cas-là, en mode, voilà, les règles sont écrites, appliquez les règles comme elles le sont. Je sais pas quoi dire de plus en fait sur cette règle. Je comprends pas que, enfin encore une fois, c'est vraiment une question de compréhension linguistique, etc. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui ont une autre lecture que celle-là, mais de la même manière, ces gens-là n'arriveront pas à comprendre ma lecture non plus, je pense. Attends, mais c'est Je tellement sépare tiré par vraiment les les attaques. cheveux que même moi je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils considéraient que j'attaque à initiative de mon mec, et je fais toutes mes attaques en même temps, mettant initiative 7, et je fais tout alors qu'il attaque avec une arme, au-delà du doppelganger, l'arme à l'initiative 1. Ouais, c'est ça. Ou alors qui disait, bah oui, mais regarde, je suis censé lancer mon sort à mon initiative parce que c'est la règle des sorts d'assaillement, Mhm. mais j'ai une attaque qui fait frapper en dernier. Du coup, j'ai une arme qui fait frapper en dernier. Du coup, je devrais faire lancer mon sort
à l'initiative, tenter mon sort à ma valeur d'initiative, Ouais, mais j'ai appris créer la règle frappe en dernier, donc les attaques seront. En fait, il crée un espèce d'ambroglio, volontaire ou pas. ouais. Encore une fois, je le comprends pas, mais En fait, c'est le genre de truc, moi j'ai ça en face, je dis au mec, mais si tu veux, tente ton spell, vas-y. Et puis t'attaqueras si tu peux à ton ordre d'initiative. oui, voilà, c'est des choses Euh... différentes. Les attaques du Ouais, ouais. sorcier qui sont initiative 1 et le sort d'assaillement, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Encore je une vois pas de fois, c'est si problème, vous avez un mais truc comme ça il et va y en avoir. que vous le prenez en face et que le mec l'applique comme vous voulez l'appliquer, est-ce que vous seriez d'accord? Je pense pas, donc à partir de là. Le bon sens. Comment ça? Tout simplement. Boring to... Ensuite, si vous avez 2 ou plusieurs Lodestone d'obsidienne, donc l'objet qui fait résistance à la magie -1, et qui se cumule avec lui-même, est-ce que l'avoir en plus d'une règle spéciale magique résistance donnée par une autre règle l'améliore? Non. C'est écrit, en fait, Ouais, la résistance à la magie, elle se cumule pas, et c'est vous ça. avez juste une condition de l'obsidienne Lobstone qui permet de le faire. Et est-ce que si vous avez un étendard magique qui affecte vos armes, par exemple l'étendard tranchant, est-ce que vos attaques deviennent magiques pour autant? Non. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus. En fait, En fait, c'est essayez pas de précisé à choper chaque des fois. avantages qui n'existent pas. C'est ça. Surtout que c'est précisé à chaque fois. C'est même pas comme si il y avait un truc qui faisait que ça vient d'un objet magique, donc automatiquement c'est magique. Pourquoi il se ferait chier à le préciser dans ce cas-là à chaque fois pour les armes magiques? Oui, c'est ça. En Voilà, plus, quoi. vous avez vraiment un truc qui vous dit voilà, dans toutes les armes magiques font des attaques magiques, et se sont fait chier à rajouter attaque magique dans tous Ouais. les trucs. Là, dire que, bah ouais, mais regarde, j'ai un anneau, du coup, est-ce que mon anneau, je le mets pas derrière mon épée? Ah, allez, c'est bon, allez. Euh. Ensuite, est-ce si un sorcier avec le chapeau de sorcier, est-ce que ça augmente son niveau de sorcellerie? Non. Comme c'est écrit dans dans l'objet magique, C'est un truc. le porteur devient un sorcier niveau 1 qui connaît un sort au pif. Donc c'est un malus si vous êtes déjà un sorcier, mais ça peut être un bon bonus si vous n'êtes pas un sorcier. Le comprenez, encore une fois, j'arrive pas à comprendre ce qui crée cette vision, mais voilà. J'imagine que c'est une clarif. J'imagine qu'il y a des mecs qui voulaient avoir des magos level 5. Enfin, au moins, ou un level 4 de son propre domaine et un level 1 de l'autre, je sais pas. En Je sais fait, pas. pour moi, c'est le genre de truc, ce n'est que de la mauvaise foi, parce que regarde, si on considère que tu le comprends comme ça, genre tu gagnes un niveau, et bien moi je vais vous Ouais, dire, ouais, mais c'est écrit aussi que tu connais un seul sort généré aléatoirement. Donc en fait, ton niveau 5, il connaît un seul sort que tu génères aléatoirement. c'est ça. Faut Et puis arrêter c'est les mecs. marqué que t'as un niveau 1. Du Voilà. coup, ton. Ton bonus, il est que 2. Non, faut arrêter. Franchement, arrêtez les mecs. Divisez J'arrive pas la pas à trouver moitié. d'exemple ou j'arrive pas à trouver d'argument en faveur d'une lecture de bonne foi qui aurait pu créer cette fac-là. Mais encore une fois, hein, Parce que t'as on dit n'a bonne pas. foi. C'est de la mauvaise foi à 100%, faut arrêter. Ouais, mais je sais pas. Je l'ai mis en clarif. Il y a peut-être, voilà, Bon. j'arrive pas. Pour moi, si t'appliques la moitié quand ça t'arrange et l'autre moitié quand ça t'arrange, et l'autre moitié d'une manière différente parce que ça t'arrange, c'est foutage de gueule, faut arrêter. Mais bon. Un peu facile, ouais, mais bon, bref. Ah, ça par contre, gros changement. Est-ce qu'un sorcier avec le lore familiar qui choisit peut choisir le sort de les sorts signatures de son domaine à la place du sort signature du domaine en question? Non. Énorme changement. Ouais. Gros nerf de beaucoup d'armées. Notamment l'Empire qui a des super sorciers de domaine. Non, c'est un gros nerf pour énormément d'armées. Pour les Tant brutaux, c'est mieux, dur. tant mieux. Alors, c'est pas clairement là, est-ce que c'est un rule change ou une clarification? Je comprenais la lecture dans les deux côtés. En fait, on savait pas, quand vous utilisez un familier sort, il a une règle spéciale qui vous dit, bah voilà, vous pouvez choisir vos sorts, y compris le sort signature du domaine en question. Et dans les sorts signatures, en fait, dans les domaines de faction, en gros, il vous dit, bah au lieu de choisir un domaine, un sort primaire, vous pouvez prendre celui-là. Mais comme c'était marqué, au lieu d'un sort déterminé aléatoirement, bah, les mecs disaient, ouais, mais regarde, c'est pas aléatoire parce que le lore familial, etc. Pour moi, les deux se valaient. J'ai arrêté de jouer souvent le lore familiar chez mes hommes bêtes. On va dire mon armée principale affectée le serait pas. L'armée Skaven que je joue est vachement triste en ce moment sur le tournoi Warhol parce que bah, l'un des trucs que j'aimais bien c'était prendre un primaire du domaine en question. Donc je jouerais le primaire de l'illusion qui fait quand même -1 pour être touché, donc c'est toujours très bien. J'ai pas d'avis, c'est un nerf clairement pour beaucoup d'armées. Que c'est grave en soi, non, c'est un nerf de l'objet magique qu'on voyait, sûrement l'un des objets magiques qu'on voyait les plus souvent dans les listes. Allez, voilà, on accepte quoi. Moi, je trouve ça bien. Honnêtement, moi, je trouve ça très bien.
Je l'utilisais beaucoup en Breton et c'est vrai qu'en Breton c'était très sympa. Donc Ouais. c'est bien, c'est bien. Pas très grave. Certaines figurines peuvent être trouvées dans une armée spécifique, mais sont incluses Ouais. dans un autre bouquin. Typiquement, bah, là, les dragons ogres qui peuvent être utilisés en KO, alors que c'est Mhm. des entrées hommes bêtes, ou certaines unités qui peuvent être des mercenaires. Dans quelle liste d'objets magiques peuvent avoir, ont-ils accès? Ils peuvent avoir accès au truc au bouquin commun ou dans leur propre bouquin, donc le bouquin dont ils viennent. Euh, pour moi, c'était déjà ce qu'ils avaient mis dans la fac. Je suis pas allé comparer les deux facs. Je pense que maintenant, ils ont fait la précision pour les mercenaires. Pour moi, c'est une clarification de la précédente fac, qui était, elle, un rule change. Donc, j'ai laissé les deux. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet d'aller, notamment si vous jouez des ogres mercenaires des Badlands, des Terzari, ou un truc comme ça. Ceux qui sont dans le bouquin Orc et Gobelin, enfin dans le supplément Orc et Gobelin, ça vous permet d'avoir accès aux bannières Orc et Gobelin qui sont assez cool. Vous avez une bannière qui va en frénétique notamment. Il y a plein de petits trucs assez sympas. Ça évite les combos les plus sales. On pense notamment au patron Orc Noir en Inde du Chaos, qui pourrait avoir accès aux 2-3 manteaux de pierre, donc on va avoir en endurance 9 ou 10. Endurance 9, pardon. Bon, voilà, ça évite les combos trop sales. Ça retire un petit peu de fun en se disant bah ouais, mais regarde, il est dans mon armée, je l'ai stuffé avec. Le seigneur lui a donné l'arme magique de son coffre. Bon, voilà. C'est cohérent avec ce qu'ils ont déjà mis avant, et je pense que là, ils ont juste rajouté les mercenaires. Bon, rien vraiment particulier, quoi. Mhm. Ah, ça change tout. Ah, Ah, ça change tout. la méta a changé, là. Ah là, C'est oh putain, je t'avais Chevalier de dit la qu'il quête. fallait mettre des chevaliers de la quête. Fallait pas mettre des Ah ouais, chevaliers du c'est royaume. exactement Ah, pour ça que les mecs jouaient putain. pas, le jouaient pas. C'était les unités qui étaient à 5+, et pas à 3+. Bon, on s'en fout, Oh, hein, c'est juste que putain. ça colle avec. Enfin, à un moment, je crois qu'il y avait une boîte de Chevalier de la quête chez Gals qui était vendue par 3. Bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Et pourtant, c'est bête parce que c'est vraiment une unité qu'il faudrait changer. Donc, je sais pas. Ouais. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Ouais. Et Sœur des épines. Bon, de toute façon, c'est des elfes, on vous déteste. Gros nerf pour elle. Clairement, Ouais. c'est le plus gros nerf, tout confondu, c'est elle. Avec en plus leur familiar où les mecs ils aimaient bien aller chercher sur leur mago level 4 l'invocation d'arbre. Donc clairement l'elfe Sylvain il sort bien ramassé suite à cette fac. Alors leurs règles d'un vu font que c'est uniquement les figurines avec Ouais. cette règle spéciale qui ont une 4+1 vue. Donc si vous mettiez un perso dedans, elle avait la 4+1 vue, ce n'est plus le cas. Et ensuite le Coven, le couvent. Une unité de Sœur des Épines connaît un seul sort lancé aléatoirement au niveau des deux armées, soit en magie de bataille ou en élémentalisme. Donc elles ne choisissent plus leur spell, c'est random. Ce qui fait un bon nerf. Et en plus, faut pas oublier que elles sont pas sorcières. Donc vu comment c'est écrit, elles ne peuvent pas prendre non plus le sort signature du domaine en question. Donc l'air de rien, c'est un sacré nerf. Parce que si vous voulez jouer notamment en domaine de bataille, vous avez une chance d'avoir un sort qui file une 1 à 5 à l'unité. Autant me dire que quand vous avez déjà une 4+1 vue, c'est pas le truc le plus indispensable sur Terre. Ouais, mais non, parce que comme ça, ils pourront le filer à la. Vu que c'est unité, Au personnage. ils pourront le filer au Voilà, personnage si un dedans. personnage les rejoint, ils pourront le booster. Exactement. Voilà. En fait, c'est un pété. énorme buff. On l'a C'est pas pété. vu venir. Vous avez une chance sur 6 d'avoir une 1 à 5 pour un éventuel personnage à l'intérieur. Moi, je Non, trouve c'est que un gros nerf. ils C'est un se gros sont fait nerf. défoncer. L'unité était débile. Clairement, Ouais. l'unité était débile. Vous pouviez spammer les vortex ou les boules de feu sans question. Maintenant, vous devez lancer votre dé. Voilà. C'est bien, parce que clairement, c'était pas le jeu qui était le plus intelligent sur Terre, le spam de vortex. Après, voilà, ça gagnait 3-4 tournois outre-Manche et 1 ou 2 en Angleterre, c'est vrai. C'était pas agréable à affronter, c'est vrai. Est-ce que c'était nécessaire? Dans tous les cas, c'est fait, quoi. Ouais, mais je pense que c'est. Oui, c'était eux qui avaient gagné le tournoi d'Angoulême, non? Ils avaient fini premier ou deuxième, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça, premier. Ouais, moi je trouve ça bien. Après, est-ce que c'était. Est-ce que ça suffisait pas juste de leur dire vous allez choisir aléatoirement les sorts? Enlever l'invue à 4 pour le mec, c'est. Le personnage qui rejoint, ouais. Il y a le côté nerfhammer double peine. Ouais. Si Parce tu que veux, c'est j'ai pas une encore unité, tu vu vas vite la la descendre en monopen effectif, pour le Pégase, donc je comprends pas qu'on commence par défoncer ces C'est mecs-là, ça. tu vois. C'est ça. Moi, franchement, parce que c'est une unité, vous allez. Pas facilement, mais vous allez la descendre en effectif.
Et ça veut dire que ouais, très rapidement, vous allez pouvoir viser le perso dedans. Donc, je me rends pas trop compte, est-ce qu'il y avait de la synergie à vraiment un intérêt à mettre un perso dedans sur une unité comme ça, je me rends pas trop compte. Mais Non, est-ce mais que les joueurs le c'était faisaient, donc au nécessaire pire des cas, Bon, voilà. C'est vrai que mais c'est logique. ça fait Je un veux peu dire, elles ont une acharnement, invue quoi. à 4, c'est pas une voilà, c'est pas une aura, c'est elles-mêmes qui ont une invue à 4. Ouais. Bon, Ouais, voilà, mais mais bon, dans le bouquin, c'était bien écrit unité, maintenant c'est modèle. Bon, bah, ouais. c'est bien. Parce que comme tu dis, concentrez-vous sur les Pégases, les mecs. Acharnez-vous sur les Pégases. Maintenant. Bah Ah, tiens, les Brottos, ah, justement. ah. Oh, c'est incroyable, le vortex, le Synop n'a pas le droit d'apparaître dans les vortex, dans les Et, terrains découverts. et Allez une vous faire colline, foutre. et une colline. Les collines. Troisième doigt, direct. Troisième doigt. À Non quel moment vous avez mais vu que le mec il sort? Ah, mais il y a de l'herbe sur la colline, c'est pour ça. non mais c'est ça, l'argument c'était ça. L'argument, une colline, c'est naturel. Allez Non, vous mais faire foutre. c'est bon. Allez vous faire foutre. Les vortex, enfin je veux dire, t'as un mec qui s'est dit, mon vortex, franchement, Ça soulève de l'herbe. source, voilà, c'est un décor naturel. Non. Alors, le seul cas où il y avait un sujet, c'était justement pour les vortex des elfes sylvains, Mm. qui vous disaient que c'était compté comme, comme une Comme une forêt. forêt, ouais. Et du coup, les mecs ont dit, ah, ça compte comme une forêt, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Non, Et non. c'est du bon sens et ça insulte l'intelligence, c'est pour ça c'est très bien. Mais bordel, vraiment. Au bout d'un moment, la colline, quoi. C'est quoi un bâtiment. Ça- Ok, bon, très Il y bien. a du lierre, il y a du lierre sur les pierres. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, oui, ça peut être embêtant parce que ça le rend. Il est compliqué. En fait, je comprends dans quel état d'esprit ça a pu être fait. En mode, ouais, mais si c'est que les forêts, c'est chiant à utiliser, c'est très facile comment ça? J'allais dire débuffer, pas débuffer, mais à contrer, voilà, c'est ça. Oui, 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 d'accord. Vous pouvez jouer à autre chose, hein. Vous êtes breton. Enfin, Non je veux mais dire, en fait ça vient d'où? Encore une fois, malheureusement, hein, c'est les Anglais, hein, ce qui se passe sur le vieux continent, ils s'en tapent. Pour eux, il y a uniquement ce qui se passe sur leur île et ce qui se passe aux États-Unis. Ouais, on va dire l'Amérique du Nord pour faire plaisir aux copains québécois qui nous regardent. On a un YouTuber, The Old World, qui a été connu pour expliquer que le jeu était mort à la naissance, puis que le Linehammer allait tuer le jeu, puis que la colonne de marche était un truc qui allait breaker totalement le jeu. Et que lui, il ne jouait que le beau jeu. Et finalement, ce mec-là, quand il va en tournoi, il sort de la triplette de Pégase, donc le Linehammer, je ne l'ai pas tout de suite vu, et a joué un Sinople en le jouant 1 en rapide et 2 en le faisant apparaître sur les collines. Mm. Mettez des béquilles à ce mec-là si vous le croisez. Sans déconner, mais voilà, c'est Non, partie des conséquences normales. Tu es et un personnage public, tu choisis de dire de la merde et de tricher à un tournoi, tu mérites de te prendre des béquilles. c'est ça. C'est... Et franchement, il est déforé, il y en a quand même assez souvent. Le socle est petit. Bah Alors oui, oui. oui, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il est pas auto-include? Oui, oui, il a pas le rapide. Déjà, il a pas le rapide, rien que ça pose une question. Est-ce qu'il est auto-include ou pas? Il est surtout déjà assez facile à jouer dans la plupart des tables où C'est tu as clair, une forêt dans chaque côté, quoi. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, C'est clair. Et alors oui, effectivement, oui, avec cette précision-là, vous allez pas le sortir très rapidement et peut-être que vous allez devoir attendre et jouer stratégique. On est désolé. oh, quelle horreur. On est, C'est on pas est pour ça que j'ai désolé. signé. On est désolé, en breton, va falloir commencer à sortir les doigts et jouer stratégique. Pour un Ouais, chevalier sinople qui doit être présent dans quoi 10% des listes? ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. encore 10%, c'est une bonne stat, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Faut arrêter. Alors, une petite précision pour les nains. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un musicien ou un étendard d'unité de tueur Ah, c'est intéressant. qui a été amélioré en tueur de géant? Qu'est-ce qui se passe s'il est mort? Est-ce que l'instrument est rattrapé par une autre figurine? Donc oui. Et il vous rappelle aussi que les tueurs de géants ne sont pas des champions. Vous avez toutes les règles des champions, mais c'est pas un champion. Il n'y a pas le entre parenthèses champion dans l'entrée. Ce qui veut dire qu'en fait, la dernière figurine d'une unité de tueur, ça sera toujours le porte-étendard. Et de la même manière, ils vous disent que vous pouvez faire un downgrade. C'est-à-dire si vous avez un tueur de géant qui est musicien ou qui est bannière, et que à cause de la règle bande hétéroclite, ce mec doit mourir, eh bien c'est un tueur de troll qui va ramasser l'étendard ou le bignou. Bon, c'est cool. Alors ça fait des petits trucs un petit peu bizarres parce que si votre figurine de tueur de géant est visiblement un tueur de géant parce que vous séparez les unités, etc. Enfin les figurines, il faut avoir un petit tueur de troll en plus pour avoir le truc. Donc c'est un petit peu chiant niveau Wheezy. Ou sinon vous retenez, voilà, tant pis, le tueur de géant est mort, maintenant c'est un tueur de troll. Bon, c'est pas non plus infernal à faire. C'est toujours bien qu'il clarifie. Les tueurs, c'est pas une unité qu'on voit beaucoup. Donc en fait, permettre un petit up discret de cette unité-là, qu'elle subisse un peu moins, je trouve ça bien.
Ensuite, on vous dit, bah, voilà, si une unité avec la rune majeure d'hésitation, donc on a vu beaucoup notamment sur sur les marteliers, se Ouais. replie en bon ordre et poursuivi puis rattrapé par un ennemi, est-ce que la rune, s'applique? Oui, parce qu'en fait, bah, on vous le dit simplement, quand vous faites, vous comptez comme ayant chargé. Si vous comptez comme ayant chargé, vous pouvez vous retrouver dans cette condition-là. C'est une pure précision et de la même manière, c'est plus même un rappel. Et ensuite, est-ce que les runes inscrites sur un Doomseeker, donc les cherche-morts des nains, donc les mecs qui font des tourbidoles, s'applient à ces touches d'impact? Oui. En fait, vous avez une règle qui dit que ça s'applique à vous vous appliquez les runes dans telle condition, ils ont juste rapproché les deux. Ça rend le tueur de mort assez cool. Dans tous les cas, c'est une figurine qui est assez chère. On vous le rappelle, en dehors du clan royal, il est en mercenaire. Vous avez une chance sur 6 déjà que ça se commence, qu'il ne se joue pas comme vous le vouliez. Bon, c'est bien, c'est clairement bien, c'est une bonne petite unité, ça permet de clarifier ce point-là. Ça n'empêche pas que dans mon liste naine, je les ai jartés, mais dans tous les cas, c'est un bon petit truc. Alors, on peut pas avoir la classe et... Voilà, on peut pas avoir la classe et être et pas être mercenaire et pas être chiant. Voilà, voilà. Exactement. J'ai pas du tout la haine en disant ça. Tant qu'un vapeur charge, est-ce qu'il peut utiliser son Steam Power pour augmenter sa valeur de mouvement? Non. Bon, Troisième doigt. je l'ai mis en clarif, mais c'était un mes bordel vraiment. Non, non, c'est un troisième doigt direct, faut arrêter. Enfin, Oui, en fait, c'est assez bizarre, mais quand vous chargez, vous utilisez vos règles de charge, et quand vous utilisez votre mouvement, et en utilisant votre Steam Power, vous utilisez votre mouvement et votre Steam Power. Arrêtez bizarre. de vouloir tout avoir, putain. Franchement, il est déjà très puissant, tant qu'à vapeur, ça suffit. Ouais. Ça suffit. Ensuite, est-ce qu'un personnage avec la règle bouclier de la dame peut décider de se retirer à l'arrière après avoir lancé un défi pour éviter les attaques de l'opposant? Non. Voilà. Quand le challenge a été lancé et accepté, vous pouvez pas vous retirer, ce sont les règles de chevalerie. Bon, pour moi, c'était déjà plus ou moins écrit, mais ok, why not? Franchement, c'est le genre de truc, il faudrait qu'ils écrivent à la fin, tu sais, dans la réponse, et ceux qui ont fait ça n'ont pas d'âme. Go L, Et, tu vois. et si votre adversaire vous propose ça, il perd la bénédiction de la dame sur toute son armée. Ah, mais c'est clair. Go L pendant 10 parties, quoi. Voilà. Mon Dieu. Ensuite, est-ce que votre fer de lance est émoussé si vous chargez une unité qui fait une contre-charge? Non, parce que les deux unités chargent, etc. Bon, ok, why not? Alors en fait, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça dit si t'es chargé et que tu n'as pas fait de contre-charge ou que tu ne pouvais pas faire une contre-charge, tu t'es émoussé. Bon, là, c'est pas le cas. Ils appliquent les règles en termes de logique. Pour une fois, ça c'est bien. Et ensuite, voilà, si vous avez un gantelet du duel et que vous voulez faire un défi, est-ce que vous pouvez cibler un personnage ennemi pour qu'il relève le défi? Non. En fait, vous lancez un défi et c'est l'adversaire qui choisit avec qui il relève. Et dans ce cas-là, il peut pas refuser. Donc voilà, il doit le faire. Alors oui, c'est un nerf. Vous pouvez pas juste cibler, lancer le gant au visage du niveau 4 adverse. Ça peut être le champion de l'unité qui va relever. Bon, c'est une clarif, c'était déjà ce qui était écrit. Il y a peut-être eu des cas où les gens n'ont pas compris le gantelet de défi comme il était écrit. Ok, why not? Pour 5 points, c'est déjà assez balèze, hein, en vrai. Oui, c'est ça. 5 points, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ensuite, est-ce que la prouesse martiale des hauts elfes, qui permet à vos figurines de faire frapper un rang supplémentaire en attaque de support avec des armes, est-ce que ça fonctionne si vous n'avez pas la règle combat en rang en plus? Donc les mecs, vous les faire frapper avec un rang supplémentaire avec des armes de base. On vous déteste. Ceux qui ont fait ça, on vous déteste. Les unités qui ont cette règle-là ont à chaque fois, donc je pense que ce soit les gardes maritimes, si je dis pas de bêtises, qui ont la prouesse martiale, Ouais. et les gardes Félix ont des armes qui permettent de frapper sur un rang en plus. Les mecs voulaient le faire avec leur arme de base. Alors est-ce que c'était pour avoir arme de base, bouclier, machin, j'en sais rien. Je sais pas ce qui a fait le truc. Dans tous les cas, c'est non. La règle prouesse martiale vous permet de faire des attaques de flanc, des attaques supplémentaires en étant pris de flanc ou de côté. Mais ça ne dit pas que vous pouvez faire des attaques de support si vous n'avez pas la possibilité de le faire. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me dis à quel moment ça les a arrangés de faire ça, les gars. Je sais pas. Enfin, vous êtes au courant, il n'y a pas le plus 1 de défense quand vous utilisez bouclier arme de base. Hein. Ouais, mais je pense que tu sais, t'as les armes en Tilmar qui te filent un bonus quand tu utilises ton arme de base. Avec l'arme de base, ouais. Donc peut-être que certains voulaient ce bonus-là et avec un temps. Ouais, pour les gardes maritimes, d'accord. Ouais, d'accord. Tiré par les cheveux quand même. Ah, l'énorme nerf. C'est quoi ça? Ça, je connais pas ça.
Alors c'est normal. C'est un objet magique à je sais plus combien, 15, 20 ou 25 points, C'est quelque chose orc, comme ça, ça. non? Peut-être 15 points parce que tu pouvais en mettre 6, je crois, sur une seule figurine. Ouais, Qui te donnait touche d'impact 1 ou 2 à ton héros. d'accord. Et comme il était spammable, en fait, t'avais des mecs qui en mettaient 5-6 sur la même figurine pour faire touche d'impact 5-6. Alors, moi, ça m'éclatait d'imaginer, tu sais, le gobelin ou l'orc avec des casques les uns sur les autres, tu sais, comme les piles de casques dans Obélix et Astérix et Ouais, Obélix. ouais, ouais. C'était Non, mais parce super qu'il les mettait pas marrant. que sur la tête, il mettait tête, épaule, Épaule, coude. exactement. Voilà. Ce mec, c'était un quarterback au final. Ah, c'était Blood Bowl. Hein. Bon, voilà, c'est un petit rule change, c'est un nerf. Personne Ouais. n'utilisait vraiment. En fait, c'était souvent utilisé quand vous aviez un perso sur char, quand vous aviez la flemme de mettre des trucs, bah, vous mettiez 5 à 6 headbutting hat. Pff, ouais, tant pis, on s'en fout. On s'en fout. C'est un changement de règle, c'est un nerf, mais on s'en fout. Alors, petit changement, alors les Skin Wolves, ils passent en soc de 50 pour 50. Désolé mon Stéphane qui venait de socler ses Skin Wolves sur du 40 par 40. Pour une fois, c'est le site de Games qui avait bon, contrairement à l'Arcane Journal. Donc, Mm. intéressant. Il rappelle que le Skinwalker est un champion, bon ça c'était un oubli, et surtout il gagne la règle spéciale peur. Donc voilà, du gain, clairement du gain sur la règle peur, c'est cool. Préciser que le champion est un champion, bon c'était un oubli. Et les socles en 50-50, alors initialement on peut dire c'est un nerf, parce que le plus gros socle c'est un... Mais ok, mais c'est une unité de tirailleur. Donc au final vous allez occuper plus de place sur la table, donc vous allez au final couvrir des meilleures zones pour les charges. Pour moi c'est ok. Et le Warfire Dragon qui apparemment n'avait pas Ouais. la règle Close Order. Ça, je suis étonné, ouais. Je suis étonné parce que moi dans ma tête il l'avait. Ouais, Mais clairement. bon, ok. Euh, Clairement, clairement. Ensuite, les points de victoire, comment ils sont marqués quand vous affrontez une unité de gobelins de la nuit avec des fanatiques. En fait, ça vous dit que les fanatiques, on s'en fout. En gros, ce qui compte, c'est est-ce que l'unité est morte, détruite ou quoi que ce Mm. soit. Bon, voilà, appliquez le truc. C'était déjà appliqué comme ça dans l'énorme majorité des cas. Ouais. Ensuite, alors petit avantage sympathique, si vous une unité de chevaucheur sur sanglier, si vous la transformez en costaud, est-ce que en fait ça dit que votre unité a plus 1 en force et une armure une PA -1 supérieure. Est-ce que ça affecte aussi les cochons? Oui. On rappelle cependant que que la force reste la force qu'en fait des touches d'impact, c'est la force de base qui compte. D'un Donc en fait, profil. les touches d'impact des chevaucheurs de sangliers costauds en wag nomade, oui ça commence à être vraiment précis, resteront à force 3, même si les cochons tapent à force 4 après au corps à corps. D'accord, En c'est fait, une la règle bonne costaud elle est un précision, petit ouais. peu bizarre. Elle te dit pas que ton unité a plus 1 en force, elle te dit que ton unité a plus 1 en force quand elle est engagée au combat. Donc en fait, vous faites toujours les tests de force avec votre force normale, mais vous avez plus 1 en force pour le truc. Bon, c'est cool. C'est cool d'avoir quand même les plus gros cochons utilisés pour les costauds, ça se tient. Ensuite, vous avez un truc sur l'amulette Glowy Green. Donc, c'est une amulette quand votre unité est ciblée, que vous avez le personnage qui est dedans. Vous pouvez lancer un dé. Sur 2+, le sort est dissipé. Sur un masse, ça explose, hein, parce que c'est du gobelin. Est-ce que vous pouvez le mettre même si vous n'êtes pas un sorcier? Donc, la réponse est oui. Par contre, ça vous dit que c'est bien à la place de faire une dispel. Donc, en fait, vous ne pouvez pas tenter de dissiper le sort. Et si vous échouez à la dissipation, faites de la 2+ derrière. C'est en gros l'un ou l'autre. Bon, voilà, rien de particulier arrive. Et ensuite, une petite précision qui est sympa. Est-ce que les sorts qui ont une portée lanceur, les auras, sont affectés par l'idole de Gork? Alors, l'idole de Gork, il fait plus 3 pouces à la portée de vos sorts. Donc, en fait, on a eu des discussions. Ouais, mais du coup, range self, est-ce que c'est une distance ou pas? Du coup, est-ce que ça devient lanceur plus 3 pouces? Et donc, Mm. pour affecter tous les mecs avec une plus grande distance, etc. La réponse est non. Bon, ok, c'était logique, mais la question pouvait se poser. Non, ouais, ouais. Est-ce que self, ça veut dire 0 ou est-ce que self... Ouais, ouais. Ok, Exactement. ouais. Yeah, accept a challenge to fight it will single. Alors, gros changement. Qu'est-ce qui arrive si je choisis d'accepter un défi sur les duels de guerriers des loups de mer, mais que je n'ai pas de champion pour le relever? Et ben dans ce cas-là, vous devez lancer les dés pour savoir qui est le premier tour. C'était pas forcément évident. Alors, je dis que c'est un changement de règle, mais au final, c'était pas évident, donc j'ai une clarif. En fait, vous saviez pas, quand vous aviez pas de mec pour relever le défi du mec qui se mettait à poil devant l'armée des loups de mer en insultant vos dieux, vos darons et tout ce qui va avec.
Est-ce que mes mecs restaient dans leur coin en disant bah, on a personne pour relever, ou est-ce que vous comptiez comme l'ayant perdu, etc. Bon, ils ont clarifié. Si vous n'avez pas de défi relevable, alors le Ludmer ne peut pas utiliser la règle. Donc premier réflexe de beaucoup d'armées de gunline de dire bah, je supprime tous les champions dans mes unités. Ok, faites gaffe parce que du coup quand vous allez vous faire charger par un perso, vous n'avez plus de solution derrière. Mais tu avais aussi pas mal de cas où, bah, notamment les ogres qui n'avaient pas de gnoblard, pas de champion gnoblard. Hein, bah, en fait, vous n'aviez pas de. Quoi qu'il arrive, vous n'avez aucune solution pour jouer pour relever le défi. Bon, en pratique, dans tous les cas, votre patron se fait casser la tronche. Petit nerf, j'aurais bien aimé qu'il clarifie ça dans l'autre sens, parce que les Ludmer, c'est une armée qui est intéressante et qui change des choses pour le jeu. Donc ok, why not. Et ensuite, voilà, quand vous faites un duel de champions, est-ce que les étendards magiques, ça s'applique? Non, parce qu'en fait, vous considérez que les deux mecs sont au milieu du champ de bataille en train de se taper. Bon, en termes de lore, c'est cohérent et ça évite peut-être les combos un peu bizarres. Donc voilà, on prend. Ensuite, et quelque chose que j'ai toujours mal appliqué, la soif de sang en fait de certaines unités hommes-bêtes qui font que vous poursuivez que de 1 des 6 au lieu de 2. Bah, en fait, elle ne s'applique que quand vous êtes frénétique. Et clairement, j'utilisais tout le temps. En me disant, bah voilà, tant pis, mon mec est habitué à bouffer les cadavres au lieu d'avancer pleine balle. Donc c'est un petit buff pour les hommes bêtes, ça fait du bien, parce qu'avec les changements sur le lore familiar, sur les touches d'impact, sur les piétinements, il y a pas mal de petits trucs où on a l'impression de se prendre 2-3 baffes. Là, ça permet, bah voilà, si votre si votre figurine est capable de se contrôler, elle sera capable de poursuivre normalement. Donc en général, les 2d6, hein, il y a très peu de rapide chez les hommes bêtes. Ok, on prend. Et enfin, l'Arche des âmes damnées. Est-ce qu'elle peut bouger à la fin de la phase de tir avec la règle Reserve Move? Parce qu'elle est marquée comme inamovible. Et en fait, c'est oui, parce qu'en fait, la règle inamovible fait que vous ne pouvez pas bouger uniquement en phase de mouvement restant. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais bouger. Hein. Vous pouvez notamment céder du terrain, etc. Et si vous avez la règle de mouvement de réserve, notamment avec le sort qui affecte toutes les unités dans un rayon de X pouces, dans ce cas-là, vous pouvez bouger votre arche de damné. C'était déjà ce que tu as écrit. Donc c'est vraiment de l'application pure et dure, c'est la clarif comme on en attend. Non, c'est bien. Bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que... Moi, globalement, je pense... Bon, on sait pertinemment que le plus gros changement, c'est sur les chevaliers de la quête. Hein, clairement. Je pense que ça va créer une méta spécifique. Moi, je trouve ça... Franchement, je trouve ça bien. Ce que je retiens, c'est... on ne verra plus... ça, j'en suis persuadé. Les sorts des épines, on les verra plus. C'est fini. Ou ça sera pris comme un... ouais, il y a ça en plus. Ils ont un spell en plus, mais c'est tout. On le prend plus en compte. Comme les conjurateurs elfe noir en fait. C'est ça, c'est ok, exactement. mais c'est pas le thème. Tu les prendras pas que pour ça et surtout tu ne les spammeras plus, c'est ça qui est intéressant. Oui, je vois plus l'intérêt, on ne trouvera plus l'intérêt de les spammer. Moi je retiens notamment aussi au niveau des collines ou l'impact sur l'artillerie au niveau des collines ou comment on dit, linéaire haut, obstacle linéaire haut. Ça va être très bien. Et puis l'autre par rapport effectivement aux touches d'impact et stomp, en fait ça va dépendre de vous. Si vraiment vous en jouez sur la table, il faut y penser et ça va changer beaucoup de choses. Moi j'ai peur que la réaction ça soit globalement de se dire c'est complexe, ça porte à confusion, on n'est pas trop d'accord, tant qu'il n'y a pas de précision, on continue à faire ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire qu'on n'en joue pas. Ouais. Et puis voilà. Mais je trouve ça bien de se dire que la table va... Moi, c'est ce que je retiens principalement de cette fac. La table va influencer de plus en plus les parties. Et je trouve ça top. Exactement. Moi, je et le placement du coup des décors. Encore une fois, je sais que c'est dur pour les orgas. Mais soit vous partez du principe de faire uniquement des tables narratives, ce qu'on va faire notamment à Domazan et à Rennes. Voilà, ça sera la table narrative qui représentera quelque chose. Et du coup, ça sera aux joueurs de s'adapter au terrain avec des conditions particulières. Et des tables plus chargées, tout ce qui va avec. Ou alors simplement mettez un pool de décors à disponibilité des joueurs qui vont prendre 10 à 15 minutes. Voilà. Mais définissez qu'il y a 10 minutes de la game qui va servir à placer les décors. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Arrêtez de surintellectualiser les sujets, ou alors ça fait partie au même titre que tout de la maîtrise de votre déploiement. Mettez les décors à disposition des joueurs, laissez les joueurs placer les décors de manière alternée, y compris en tournoi.
Parce que le placement des décors fait partie intégrante du jeu de The Ouais. Old World. C'est peut-être le premier jeu Battle où les décors ont autant d'importance et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ne Ouais, ouais. tombez pas dans les layouts. Les layouts auront un effet négatif sur le jeu. Clairement. Ouais, Donc, surtout qu'on a un exemple au niveau d'un core games où ça a créé quelque chose de néfaste, donc faut pas le reproduire. Et puis c'est pas, honnêtement, ça demande un petit effort, mais c'est le genre d'effort qui sont peut-être un peu chiants à faire au début, mais qui sont gagnants dans le temps. Mettez-vous un petit pense-bête. C'est un truc d'ailleurs qu'on pourrait, si quelqu'un a ça, n'hésitez pas à le mettre disponible dans le Discord sur une baguette. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Un petit document qui récapitule une colline, c'est ça. Enfin, une colline du moins. Un obstacle linéaire haut, ça fait ça. Comme conséquence, ça fait ci, ça fait ça. Voilà, vous avez ça à côté de votre game. Quand vous jouez, c'est génial parce que ça permet à chacun, durant la game, de pas avoir de quiproquos sur ah, mais je pensais que ça faisait ci, ça faisait ça. C'est un peu comme j'avais vu Angoulême, un gars qui était venu avec un classeur pour dire dépendamment comment t'appelles ça? T'appelles ça des gauges, toi, je crois? Non. Les galettes d'artillerie, comment t'appelles ça, toi? oui, les gabarits d'explosion, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et pour montrer directement si une unité fait cette taille avec les socles comme ça touche tant de figurines. Ces genres de petits trucs, c'est bête, mais franchement, c'est un peu embêtant à faire à la base et après vous gagnez du temps. Et là, autour des tables, ça serait dommage de se restreindre en disant ouais, mais après c'est compliqué, on sait pas ce que c'est. Un petit truc en taille carte bleue ou peut-être un peu plus grand qui rappelle tiens, tel décor ça fait ci, tel décor ça fait ça. Quitte après à se mettre d'accord avec son adversaire, tiens, ça on l'applique pas. Mais ça serait dommage de se restreindre au niveau des tables parce que soi-disant ça a trop d'impact. Pour moi, ça rajoute une bonne part de stratégie et n'empêche cette fac, c'est là entre guillemets pour la plupart des joueurs, il y a que ça qu'elle demande de mettre à jour. Hein. À part les trucs très spécifiques sur des armées, il y aura que ça, donc autant le prendre en compte. Moi, je suis très très satisfait. Pas de changement énorme. On Content sait aussi. que beaucoup de Je- précision où c'est du troisième doigt. Franchement, allez vous faire voir si vous Ouais. aviez pas compris ça comme ça. Donc ça, c'est génial. Et puis, ouais, top. Très content. Moi, comme je l'ai dit, il y a juste voilà, le coup des obstacles linéaires bas avec ce que ça implique, ce qu'il y a après le nom implique. Donc là, clairement, j'ai beaucoup d'attentes de la part de Games où la communauté trouve une solution adéquate. Bon, ça, on verra. Est-ce qu'on surintellectualise la fac? Est-ce qu'on l'applique comme elle est écrite? Est-ce qu'on l'applique dans son entièreté? Est-ce que... Bon, clairement, ça change les habitudes de jeu. Et les premières réactions que j'ai vues par rapport à ça, c'est de l'épidermique. Non, 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 il faut surtout pas parce que regarde, t'es pas à ça, machin. Ouais, mais compte comme. À partir du moment où tu comptes comme, bah, t'appliques toutes les règles qui sont associées. Mm, Et les règles associées, c'est pas uniquement le mot qui t'intéresse dans les c'est règles, ça. c'est un ensemble de règles. Ça va être compliqué à gérer. On va voir ce que dit Game Workshop. Peut-être qu'ils vont dire non, non, excusez-nous, non, clairement, on veut juste dire pas de touche d'impact et de trucs. Vraiment, si vous êtes sur une barrière physique, dans les autres cas, vous pouvez les utiliser. Ça va être un petit peu touchy. Mais tout le reste, clairement, c'est des choix clairs, annoncés. Et bah, tant mieux. Hein. C'est ce qu'on demande à un éditeur de règles. Ouais, clairement. Donc, clairement, top. Top, top. Et puis, ouais, comme tu dis, je te rejoins. Hein. Ça se trouve, on a surintellectualisé certains trucs. Ça va être surtout par rapport à ces obstacles linéaires. Ça va changer la méta ou pas, ça va surtout changer la méta si vous en utilisez ou pas, en fait, hein, concrètement. Si vous en mettez pas sur table, ça changera strictement rien. Donc, mais ça peut être intéressant de les Exactement. jouer. Ça peut être intéressant de les jouer. Eh bien écoute, on a fini de faire le tour. Yes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est cool, elle durera pas trop longtemps, ça va. On a été mignon, elle est digeste. À mon avis, ça correspondra à vos trajets moyens, malheureusement, parce que ça fait quand même déjà 1h30. Je pense que vous avez des gros trajets pour la plupart, mais c'est cool. Ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus à nous suivre, à nous écouter. N'hésitez pas au niveau de la vidéo à nous soutenir de manière un peu simple mais efficace. Hein. Le commentaire, le pouce, le like, tout ça, le partage. Et puis, on se retrouve rapidement. On aura quoi à leur proposer très rapidement? Rapidement, on C'est a le deux mot trois qui ne petits veut trucs rien qui dire, arrivent. rapidement. Ouais, ouais, Tu sais. rapidement. On a un rapport de bataille qui devrait arriver assez rapidement. Ce qui est cool, c'est qu'il n'a pas été modifié par la fac. C'était ma principale crainte. Ouais. Voilà, que les Pégases, d'un seul coup, n'aient perdu le tirailleur. Typiquement là. Donc là, j'ai plus d'excuses pour perdre du temps dessus. Mais non. Ouais, on a du rapport de bataille qui arrivera d'ici. Allez, je vais me laisser une semaine grand max. On a une petite vidéo de règles qui peut arriver rapidement. On a un petit tuto New Recruit qui arrive en partenariat avec 40K Wargamer pour les tournois qu'on co-organise, qu'on arbitre.
donc Dormazan et Rennes, pardon. Donc on a toujours un petit peu de contenu qui arrive, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous aurez votre dose de socle carré à la Sword and Baguette, à la touche Sword and Baguette sans problème. Donc pas d'inquiétude. Allez, sur ce, bon courage, bonne journée et à plus.